Voici l'essentiel sur la maîtrise de la compréhension orale en français naturel. Rassurez-vous, si vous galérez à comprendre les natifs, c'est pas votre niveau qui cloche. C'est juste qu'il y a un fossé immense entre le français un peu robotique de vos manuels et la vraie fluidité de la rue. Premièrement, il faut vraiment capter la mécanique de cette fluidité. En fait, à l'oral, les mots fusionnent en véritables blocs de sens. Par exemple, un banal « je ne sais pas » devient tout simplement « je sais pas ». Comparez le français écrit à des briques bien séparées et le français parlé à une rivière continue. Il faut absolument arrêter de chercher des mots individuels. Deuxièmement, comment entraîner votre cerveau à décoder ce flux? Écouter la radio passivement en boucle va-t-il vous sauver? Pas du tout. Il faut une écoute active via le shadowing. Le principe est super simple. Vous écoutez un audio avec le texte sous les yeux, vous mettez pause, et hop, vous imitez exactement l'intonation et la vitesse du natif. Finalement, toute cette gymnastique demande des efforts, alors forgez votre mental pour éviter la frustration. La compréhension, c'est un muscle. Piger 70% d'un message, c'est déjà une réussite énorme. Misez sur de petites immersions au quotidien, genre changer la langue de votre téléphone. 15 minutes de pratique par jour, c'est carrément plus efficace que 2 heures le dimanche. En résumé, pour comprendre les francophones, abandonnez la traduction mot à mot, acceptez cette fusion des sons et entraînez activement votre oreille un quart d'heure par jour. Musclez votre écoute au quotidien et ce fameux code secret des natifs n'aura plus aucun mystère pour vous. C'est un scénario super classique en fait. C'est presque un rite de passage terrifiant pour quiconque apprend une langue. Imaginez quelqu'un passe des années à étudier les plans d'une maison, de fond en comble. Ouais, la théorie pure. Exactement. La théorie est maîtrisée à la perfection. L'emplacement précis de chaque mur est connu, la dimension de chaque fenêtre est mémorisée, la fonction de chaque pièce est vraiment bien comprise, et puis, le grand jour arrive enfin. Le moment de vérité. Voilà, la porte d'entrée s'ouvre pour la toute première fois, et là, c'est le choc total. La gravité est inversée, les meubles flottent dans les airs, et les portes s'ouvrent vers le plafond, quoi. Ah, l'horreur! C'est exactement ce sentiment de vertige total, de panique absolue. Ça survient toujours quand on étudie minutieusement la grammaire d'une langue pendant des années, pour finalement se retrouver face à un film en version originale. Sans le filet de sécurité des sous-titres, Surtout sans les sous-titres, oui. et là, soudainement, plus rien n'a de sens. C'est le chaos cognitif absolu. C'est ça, tout s'effondre. L'architecture mentale qu'on a si patiemment construite, tu vois, brique par brique, à grand renfort de tableaux de conjugaison, elle semble s'effondrer en l'espace de quelques secondes d'écoute. Le cerveau entre carrément en état d'alerte parce que les repères n'existent plus. Bon, décortiquant ça, notre plongée d'aujourd'hui s'attaque précisément à ce vertige cognitif. L'objectif de notre exploration, c'est de comprendre l'énorme fossé, que dis-je, le gouffre monumental, qui existe entre le français appris sagement dans les livres et le français naturel. Le français brut, oui. Le français brut, parlé au quotidien dans la rue. L'analyse au cœur de notre discussion se base sur un cours hyper spécialisé dans la maîtrise de la compréhension orale. La mission d'aujourd'hui, décrypter ce code secret pour toute personne de notre auditoire cherchant à comprendre pourquoi l'écoute d'un natif provoque souvent un sentiment de panique et d'incompréhension totale. Et c'est une mission cruciale. Vraiment, je suis fasciné de réaliser à quel point des années passées à exceller en grammaire ne préparent absolument pas à la réalité sonore du terrain. C'est une réalité assez brutale, en effet. Et la première étape pour surmonter cette frustration, c'est de comprendre que le problème fondamental ne vient pas d'un manque de vocabulaire. Ni d'une mauvaise mémoire, d'ailleurs. Non, pas du tout. Le problème, c'est que le cerveau a été méticuleusement entraîné à déchiffrer un code qui n'est tout simplement pas utilisé à l'oral. Le français écrit et le français parlé de tous les jours sont à bien des égards deux langues distinctes. Deux langues complètement différentes, oui. Elles obéissent à des règles physiques et acoustiques qui n'ont rien à voir. Pour bien saisir cette différence, il y a une image frappante qui ressort de notre documentation. Dans les manuels scolaires, on présente chaque mot comme une île séparée. Une île, d'accord, je vois l'idée. Ouais, prenons une phrase d'une simplicité enfantine, genre « je ne sais pas ». Sur le papier, ce sont 4 mots. Ce sont 4 îles distinctes, bien isolées les unes des autres, avec des frontières claires et des espaces blancs au milieu. Pour bien marquer le territoire de chaque mot, en fait. Exactement. Mais la réalité de la langue parlée, c'est pas du tout un archipel, c'est une rivière. Une rivière dont l'eau coule en continu. Les mots se liquéfient et se connectent les uns aux autres. C'est super fluide. Trop fluide pour nous, oui. Un natif dans une conversation informelle ne dira jamais « je ne sais pas » en détachant proprement chaque syllabe. Le son produit sera un bloc compact, « je sais pas ». Je sais pas.
Oui, c'est tout à fait ça. Et face à ce bloc, le cerveau de l'apprenant s'arrête net. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique même de l'erreur cognitive. Le cerveau de la personne qui écoute cherche activement 4 informations distinctes, 4 îles. Parce que c'est ce qu'on lui a appris à chercher. Exactement. Le cerveau possède un logiciel de reconnaissance qui est calibré pour identifier le son «je», puis isoler le son «ne», et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il est percuté par le bloc sonore unique, je sais pas, le logiciel plante complètement. Écran bleu, quoi. C'est ça. Il trouve aucune correspondance dans sa base de données. Et ce phénomène, il est encore plus dramatique avec une phrase comme «il y a un homme». Ah oui, l'exemple classique. Sur le papier, on compte 5 mots bien définis. Mais à l'oral, sous les feux d'un phénomène que les linguistes appellent la continuité syllabique, toute cette structure s'effondre pour devenir un seul et unique son ininterrompu. Il y a un nom. Il y a un nom. C'est dingue quand on l'entend comme ça. Le pronom « il » s'évapore, littéralement. Le H de homme est par nature muet. Et toutes les voyelles s'entrechoquent et fusionnent. Le cerveau cherche 5 éléments distincts là où il n'y a plus qu'une seule vague sonore. C'est vertigineux quand on y pense. J'ai une analogie qui me vient en tête pour illustrer cette détresse. C'est exactement comme quelqu'un qui apprendrait à lire une partition de musique, tu vois, note par note, sagement enfermé seul dans sa chambre. D'accord. Cette personne devient une experte absolue pour identifier un do, un ré, un mi sur le papier. Elle connaît la théorie musicale sur le bout des doigts. Et soudainement, bam, sans le moindre avertissement, on la jette sur une scène mal éclairée, Au milieu d'un concert à Nîmes, au beau milieu d'un orchestre de jazz en pleine session d'improvisation ultra fluide. Les musiciens lient les notes entre elles, ils glissent d'un accord à l'autre sans marquer de pause. Ils modifient le tempo à la volée. c'est la panique. Complète. Notre expert en solfège est complètement perdu, incapable de suivre, même s'il connaît techniquement toutes les notes qui sont en train d'être jouées. Ah, l'analogie de l'orchestre de jazz est extrêmement pertinente. Un musicien de jazz en pleine improvisation, il s'arrête pas entre chaque note pour vérifier qu'elle a bien été entendue et comprise par le public. Non, ça casserait tout le rythme. Voilà, la mélodie globale, le mouvement, prime sur l'individualité de chaque note. Et pour le langage parlé, la dynamique est rigoureusement identique. Il est donc impératif, au niveau purement cognitif, de cesser cette traque épuisante des mots individuels. Faut arrêter de chercher les îles. C'est une quête vouée à l'échec, qui ne génère que de la frustration. Le cerveau doit être reprogrammé pour identifier des groupes de sens, des blocs sonores globaux, plutôt que d'essayer d'isoler des unités grammaticales qui n'existent plus physiquement dans l'air. Mais alors, puisqu'on explore cette rivière sonore et ce fameux jazz linguistique, faut bien comprendre quelles sont les lois de la physique qui régissent ce courant. Tout à fait. Comment, très concrètement, au niveau de la bouche et des cordes vocales, ces mots fusionnent-ils? Qu'est-ce qui transforme nos îles bien séparées en un torrent continu? Notre analyse met en lumière 3 phénomènes phonétiques fondamentaux qui orchestrent cette mécanique. C'est là qu'on entre dans la mécanique de précision. Le premier phénomène, le plus connu, mais pas toujours maîtrisé, c'est la liaison. Ah, la fameuse liaison. Le principe est simple. Une consonne finale, qui est normalement muette quand le mot est prononcé seul, elle se réveille soudainement, parce que le mot qui la suit commence par une voyelle. Ok, un exemple. Prenons l'expression « les amis ». Sur le papier, si on regarde le mot « les », il n'y a pas de son « ze ». Et pourtant, à l'oral, un son « ze » apparaît de nulle part pour faire le pont. Le résultat donne « les amis ». Ouais, c'est vrai. Si le cerveau n'a pas anticipé cette règle, il risque de chercher frénétiquement dans son dictionnaire mental un mot inexistant qui commencerait par la lettre Z. Attendez, c'est justement là que je bloque souvent, et je sais que beaucoup de gens font la confusion entre la liaison et le deuxième phénomène, l'enchaînement. C'est une confusion très fréquente, oui. Si les deux servent à connecter des mots, c'est quoi la différence réelle sur le plan mécanique? C'est une distinction cruciale. Dans la liaison, on crée un son qui n'existait pas, comme le Z de les amis. Mais dans l'enchaînement, la consonne finale est déjà prononcée de base. Elle existe bel et bien. D'accord. Mais au lieu de rester gentiment attachée à son mot d'origine, elle va carrément quitter le navire pour s'accrocher à la voyelle du mot suivant. Elle déménage, quoi. C'est ça. Prenez la phrase « elle est partie ». Le son « elle » appartient au mot « elle ». Mais dans le flux de la parole, ce son glisse et devient la première syllabe du mot suivant. À l'oreille, on ne perçoit pas « elle est partie », mais « elle est partie ». Elle est partie. Ah ouais, les frontières du mot sont littéralement redessinées par la voix. Exactement.
La consonne a déménagé. D'accord. Le mot est donc découpé différemment dans l'air par rapport au papier. Et ça nous amène au troisième phénomène, qui est probablement le plus destructeur pour la compréhension. L'élision et les contractions. Oh oui, là on rentre dans le dur. C'est le moment où les mots se contentent plus de se lier ou de se prêter des consonnes, ils fusionnent ou disparaissent purement et simplement. La structure fond. Totalement. Je te le donne se percute pour devenir je te le donne. Le fameux je suis se contracte en un rapide je suis. Et le pire dans tout ça, c'est l'amputation brutale de mots entiers. Les mots qui passent à la trappe. Grave. Le petit mot ne de la négation s'évapore dans la nature. La grande et belle structure interrogative est-ce que, qu'on passe des heures à étudier, elle disparaît totalement. Ah, le fameux est-ce que. Une phrase d'école très correcte comme est-ce que tu vas au cinéma ce soir devient dans la rue un t'as va au ciné soir, fulgurant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah bon? Parce qu'en observant ce massacre grammatical, une question hyper provocatrice s'impose. Est-ce qu'on pourrait pas voir ça, au fond, comme une immense paresse linguistique? C'est une vraie question. N'est-ce pas juste un manque d'effort flagrant de la part des locuteurs natifs qui décident de tout bâcler pour aller plus vite? Cela soulève une question importante, et c'est d'ailleurs une réaction psychologique très courante chez quiconque étudie la langue avec sérieux. Ben oui, on a l'impression de s'être fatigué pour rien. Il y a un sentiment d'injustice, l'impression d'assister à un massacre des règles, mais du point de vue de la linguistique et de l'évolution des langues, il s'agit absolument pas de paresse. Vraiment pas? Pas du tout. C'est au contraire une manifestation de l'une des lois les plus universelles et fondamentales de la communication humaine, la loi de l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, ok. Dans le cadre d'une communication informelle, quotidienne, le but principal du cerveau, c'est de transmettre une information complexe le plus rapidement possible en utilisant le minimum d'efforts articulatoires. C'est de l'efficacité, en somme. Voilà. Le système phonatoire, donc les poumons, les cordes vocales, la langue, les lèvres, cherche toujours, par instinct de survie presque, le chemin de la moindre résistance. C'est le principe de l'eau, de la rivière, qui polit les aspérités des pierres au fil du temps pour pouvoir couler plus vite et sans obstacle. C'est une excellente métaphore. Prononcer consciencieusement chaque syllabe de « Est-ce que tu vas au cinéma ce soir ?» ça exige une énergie musculaire, un contrôle du souffle et un temps considérable. Et dans la rue, on n'a pas le temps. Dans l'agitation de la vie de tous les jours, l'urgence de l'interaction sociale rend cette surarticulation complètement obsolète. Ouais. L'intonation montante à la fin de « Tu vas au ciné ce soir » suffit amplement à signaler au cerveau de l'interlocuteur qu'une question est posée. Le cerveau du natif décode l'intention derrière le son sans avoir besoin de tous les emballages grammaticaux formels. C'est fou. C'est de l'efficacité biologique pure, une optimisation vitale pour la fluidité des échanges sociaux. Ok, donc c'est pas de la paresse, c'est de l'optimisation biologique extrême. Le corps économise ses calories. Mais alors, une question cruciale se pose. Comment un cerveau adulte habitué au manuel s'adapte-t-il à ça? C'est là tout l'enjeu. Parce que comprendre la théorie de la mécanique des fluides, c'est intellectuellement satisfaisant, mais ça empêche absolument pas de se noyer quand on tombe dans la vraie rivière. C'est clair. Comment on passe de cette compréhension intellectuelle à une oreille capable de capter ces blocs sonores fuyants en temps réel? La solution mise en avant dans nos sources, c'est une routine très spécifique. Une méthode d'entraînement de 15 minutes par jour, structurée en 4 étapes. Et c'est à ce moment précis que l'approche bascule complètement. On quitte le domaine de l'apprentissage académique classique pour entrer dans le domaine de l'entraînement cognitif pur et dur. On lâche les livres. Voilà, on mémorise plus, on recable le cerveau. Plongeons dans cette méthode. L'étape 1, c'est l'écoute à l'aveugle, ou l'écoute sans aucun support textuel. L'idée, c'est de prendre un audio très court, disons 1 minute d'un podcast ou d'une vidéo, et de l'écouter sans rien lire. Juste le son. Juste le son. Et le point clé ici, c'est d'accepter l'inconfort. Le but n'est pas de tout comprendre. Il s'agit de laisser ce torrent de sons inconnus couler sur soi, d'essayer de capter l'ambiance, l'émotion, le sujet général. Sans paniquer. Sans laisser le cerveau paniquer et bloquer sur un mot manquant. C'est une épreuve psychologique, franchement. Ensuite, l'étape 2 apporte soulagement. L'écoute avec la transcription. Ah, la lumière au bout du tunnel. On écoute exactement le même court extrait, mais cette fois avec le texte sous les yeux. Le but, c'est de repérer visuellement toutes ces fameuses élisions et liaisons qu'on a manquées à la première écoute. C'est le moment Eureka par excellence. C'est ça. Le moment où on réalise « Ah, c'est donc ça, ce bloc sonore informe ».
Cette deuxième étape est vraiment le pivot de la méthode, car elle force la synchronisation entre l'œil et l'oreille. Elle oblige le cerveau à mettre à jour son logiciel de reconnaissance en fait. La mise à jour du système. Face à la preuve écrite, le cerveau associe enfin le bloc sonore flou, comme je sais pas, à une réalité grammaticale familière et sécurisante, je ne sais pas. C'est la création d'un tout nouveau pont neuronal. Ce qui nous prépare pour l'étape 3, qui est sans doute la plus intense physiquement. La technique du shadowing, ou l'imitation en nombre. Très efficace. Le concept, c'est de mettre l'audio sur pause, phrase par phrase, et de répéter exactement, à la syllabe près, ce que le natif vient de dire, avec le même rythme. Si l'audio dit « je sais pas », on doit physiquement forcer sa bouche à dire « je sais pas ». Faut oser le faire. Ouais, et surtout réprimer l'envie scolaire de bien prononcer « je ne sais pas ». Et là, ça me fait penser à une nouvelle image. L'entraînement physique d'un acteur de cinéma. Un acteur qui prépare un rôle. Oui, un acteur qui doit acquérir un nouvel accent prononcé pour un rôle complexe. Il ne s'agit plus du tout de grammaire à ce stade. Il s'agit de changer la gymnastique même de sa propre bouche, d'apprendre à ses lèvres et à sa langue à bouger différemment, C'est très vrai. de rééduquer ses muscles faciaux pour produire des sons inhabituels. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, cette analogie avec le travail de l'acteur est d'une justesse redoutable. L'apprentissage de la phonétique, c'est une activité profondément physique et charnelle. C'est du sport. Ce qui est remarquable sur le plan neurologique, c'est que la mémoire musculaire de l'appareil phonatoire est intimement, viscéralement, liée à la reconnaissance cognitive de l'oreille. La bouchée de l'oreille. Exactement. En forçant ses propres organes vocaux à reproduire les fusions, les contractions, les élisions exactes d'un natif, on ne fait pas que mimer. On crée de nouveaux chemins neuronaux dans le cortex auditif. Ah ouais. Dès l'instant où la bouche sait produire mécaniquement le son, « je suis » au lieu de « je suis », l'oreille devient soudainement capable de capter ce son sans aucun effort lorsqu'il est noyé dans un flux de paroles. La production physique débloque directement la perception auditive. C'est un véritable piratage du cerveau. On utilise le corps pour réparer l'oreille. C'est brillant, non ? Ah, c'est génial. Et c'est ce qui rend la 4e et dernière étape de cette méthode des 15 minutes si gratifiante. La réécoute finale sans aucun texte. Le test ultime. Après avoir subi le chaos de la première écoute, après avoir fait ce travail de reconnaissance visuelle, puis cette gymnastique buccale épuisante, on réécoute l'audio initial, à l'aveugle. Et là, le miracle opère. La magie du cerveau. Les sons qui semblaient être un brouhaha chaotique, un mur de bruit agressif quelques minutes plus tôt, ils se sont transformés en mots, clairs et découpés. Le cerveau a cartographié le terrain inconnu. C'est la preuve tangible en temps réel que la neuroplasticité a opéré avec succès. Le bruit s'est transformé en signal porteur de sens. C'est hyper encourageant. Mais au-delà des mots eux-mêmes, au-delà de ces exercices de gymnastique buccale, il y a une dimension beaucoup plus large abordée par nos sources. C'est ce qu'on pourrait appeler la musique globale de la langue. La musicalité, oui. Et c'est étroitement lié à la dimension psychologique, au véritable marathon mental que représente l'apprentissage de la compréhension orale. Cette musique de la langue, c'est le domaine de la prosodie. Et il faut savoir que le français possède une signature rythmique extrêmement particulière par rapport à d'autres langues. C'est clair. Le rythme du français est souvent comparé à celui d'une mitraillette. Une mitraillette, oui, c'est l'image classique. Ce qui peut sembler intimidant, mais c'est très précis. C'est une langue syllabique. Cela signifie que chaque syllabe prononcée a approximativement la même durée, le même poids, la même force. Contrairement à l'anglais, par exemple. Absolument. L'anglais joue énormément sur des montagnes russes, avec des syllabes fortement accentuées et d'autres complètement avalées. Le français, lui, avance de manière régulière, implacable, bloc par bloc. Ta, 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 ta. Ta, 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 exactement. Et puisque toutes les syllabes se valent, c'est l'intonation finale, le simple fait que la voix monte vers les aigus ou descende vers les graves à la fin d'un groupe de mots, qui porte tout le sens et la ponctuation. C'est le sans le repère. C'est cette intonation qui indique au cerveau si la personne pose une question, exprime de la surprise ou indique tout simplement que son idée est terminée et que c'est à l'autre de parler. Et le piège, c'est que si l'oreille capte pas cette mélodie sous-jacente, s'il n'y a pas cette sensibilité à la prosodie, il devient impossible de segmenter le discours. C'est impossible de savoir où on en est. Sans point, ni virgule, ni majuscule, le cerveau sait tout simplement pas où une idée s'arrête et où la suivante commence. Le cauchemar. C'est la raison pour laquelle il est souvent recommandé, dans un premier temps, d'utiliser des podcasts ou des audios spécialement ralentis pour les apprenants. L'articulation y est volontairement plus claire, ce qui rassure le cerveau, mais la vraie mélodie, l'intonation authentique y est préservée.
C'est un pont idéal et sécurisant vers la vitesse réelle de la rue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça sur le plan purement psychologique? Parce qu'on va pas se mentir, cet apprentissage, il génère souvent une frustration immense, voire un désespoir. Ah oui, les gens baissent souvent les bras. Comment l'esprit humain est-il censé gérer cette démotivation colossale face au bruit? Prenons l'exemple classique. On écoute un audio de 10 minutes avec la meilleure volonté du monde et à la fin, on réalise qu'on n'a réussi à isoler que 3 malheureux mots. C'est dur pour l'ego. L'envie de jeter l'éponge est écrasante. Comment on lutte contre cette sensation poignante d'échec permanent? La clé pour survivre à cette phase, c'est d'opérer un changement radical de paradigme sur ce que signifie réellement le verbe comprendre. L'analogie sportive utilisée dans l'analyse est d'une grande justesse. La compréhension orale doit être vue comme un muscle. Il faut l'entraîner. Absolument. Personne, mais absolument personne, ne s'attend à soulever 100 kilos sur un banc de musculation le tout premier jour où il met les pieds dans une salle de sport. Ce serait absurde. Il faut accepter la douleur initiale, accepter la faiblesse apparente des débuts, et plus important encore, il faut d'urgence redéfinir la notion de succès. Comprendre 70% d'un message parlé à vitesse réelle, c'est pas un échec qui mérite une mauvaise note. C'est déjà énorme, hein? C'est un succès absolu, un triomphe cognitif. Les 30% manquants, ces zones d'ombre, ces mots avalés par la rivière, ils seront automatiquement comblés par le cerveau grâce à la puissance du contexte global. Le contexte fait le travail à notre place. C'est extrêmement rassurant de se dire qu'ils ne font pas viser le 100% de compréhension chirurgicale pour survivre dans une conversation. C'est même totalement libérateur, hein. D'ailleurs, il y a un fait particulièrement déculpabilisant qu'il faut toujours garder à l'esprit. Lequel? Même les locuteurs natifs entre eux ne se comprennent pas toujours à 100%. Ah mais grave! C'est tellement vrai. Entre les bruits ambiants de la rue, les personnes qui marmonnent dans leur barbe, les accents régionaux très prononcés ou juste la fatigue, le natif navigue lui-même constamment dans une certaine ambiguïté sonore. On devine la moitié du temps. L'objectif ultime de l'utilisation d'une langue n'est pas la perfection académique ou la retranscription chirurgicale de chaque syllabe émise. L'objectif, c'est la communication. C'est le transfert d'une idée d'un cerveau à un autre. Si l'idée générale est passée, le contrat est rempli et la victoire est là. Pour faciliter cette transition et muscler cette oreille en douceur, l'analyse regorge de petites astuces d'immersion quotidienne. Ce sont des actions qui semblent insignifiantes, presque invisibles, mais dont l'effet cumulé est redoutable. Comme quoi, par exemple? Changer la langue du système de son téléphone ou de son ordinateur, par exemple. Écouter une radio étrangère en fond sonore pendant qu'on fait la vaisselle ou le ménage. Non pas pour écouter activement, mais juste pour habituer le cerveau aux fréquences sonores et à la fameuse mitraillate. Ça marche très bien, ça. Ou encore, regarder une série télévisée qu'on connaît déjà par cœur dans sa langue maternelle, mais la regarder doublée en français. Ah oui, l'immersion sans stress. Voilà, l'intrigue est déjà connue, il n'y a pas de suspense, donc toute l'attention cognitive peut se relâcher et absorber passivement la langue. Il y a même ce conseil un peu fou mais génial, de se parler à soi-même à voix haute tout au long de la journée, de décrire ses propres actions banales comme dire « je prends mon café » en attrapant sa tasse. Ça connecte directement la pensée interne à la mécanique physique de la bouche. Le génie de cette approche, c'est qu'elle transforme l'apprentissage actif, qui demande une volonté de faire et qui épuise l'énergie mentale, en une habitude totalement passive. Ça devient naturel. Profondément ancrée dans la routine du quotidien, oui. Voilà qui résume parfaitement l'idée maîtresse à retenir de cette plongée au cœur de la compréhension orale. Face à cette fameuse rivière fluide, rapide et parfois violente de la langue parlée, la régularité écrasera toujours la quantité. Toujours. Il est infiniment plus efficace et respectueux du fonctionnement de notre cerveau de s'exposer 10 à 15 minutes par jour, chaque jour, avec attention, plutôt que de s'infliger 2 heures de torture auditive ininterrompue une fois par semaine. C'est la clé de la réussite. C'est un travail de patience et de résilience. Il faut apprendre à célébrer chaque petite victoire, chaque fragment de phrase qu'on parvient enfin à capter au vol dans le courant. C'est un réapprentissage perceptif complet qui demande du temps. Et chaque fois qu'un bloc sonore qui vous paraissait totalement incompréhensible la veille devient soudainement limpide, c'est une véritable petite victoire neurologique qu'il faut prendre le temps de savourer. Et pour clore notre réflexion d'aujourd'hui, arrêtons-nous un instant sur cette fameuse idée d'immersion via nos objets du quotidien, comme le fait de changer la langue de son téléphone. Oui, c'est intéressant. Parce que si on pousse ce concept un peu plus loin, cela soulève une perspective assez vertigineuse sur notre époque et notre rapport aux écrans. Comment ça, Gégé ?
on passe notre temps à s'inquiéter des effets néfastes de la technologie, de notre dépendance aux réseaux sociaux, du temps perdu à scroller, et de ces algorithmes puissants conçus pour capter notre attention à chaque seconde. C'est le mal du siècle. Mais attendez, si l'immersion passive est aussi efficace, est-ce que la méthode ultime pour maîtriser une compétence aussi complexe ne consisterait pas à pirater nos propres addictions technologiques? Ouh, c'est une inversion de contrôle fascinante. Au lieu de lutter vainement contre la force de gravité de l'algorithme qui veut nous garder sur nos écrans, on utilise cette même force d'attraction à notre propre avantage linguistique. Exactement. On retourne l'arme de distraction massive pour en faire un outil neuroplastique. C'est brillant, en forçant délibérément tous nos écrans, les menus de nos réseaux sociaux et nos recommandations de vidéos à nous submerger exclusivement dans la langue qu'on souhaite apprendre, on cesse de combattre notre dépendance au numérique. On la transforme en allié. On la met à notre service. On fait de nos moments de faiblesse, de nos heures de défilement passif sur un écran tard le soir, une machine d'apprentissage redoutable. Une machine invisible qui opère à chaque instant de notre vie sans même qu'on ait l'impression de faire un effort. C'est presque de la manipulation. C'est une manipulation volontaire, stratégique et presque machiavélique de notre environnement direct. Et c'est sur cette idée de piratage de notre propre quotidien que nous allons clore cette discussion. Au final, le but n'est pas de savoir lire parfaitement une partition de musique dans le silence étouffant de sa chambre. Il s'agit de trouver le courage de se jeter dans la fosse, De sauter dans la rivière. d'accepter le chaos joyeux de l'orchestre de jazz et de se laisser emporter par le rythme jusqu'à ce que le bruit devienne enfin une mélodie familière. Gardez l'esprit ouvert et laissez le courant vous porter. Voici l'essentiel sur les 70 mots indispensables pour maîtriser le niveau B2 en français. En fait, cette analyse montre qu'une sélection ultra stratégique de seulement 70 mots couvre 80% de nos conversations courantes, prouvant qu'il vaut 1000 fois mieux viser la qualité plutôt que d'avaler des listes au hasard. Alors, pourquoi cette qualité est-elle si cruciale? Eh bien, premièrement, le B2 marque un vrai changement de paradigme. Vous savez, les niveaux A1 et A2, c'est pour survivre, genre commander au resto. Le B2, c'est le passage à la nuance, pour débattre de concepts abstraits. Voyez le vocabulaire de base comme un couteau suisse, très pratique, alors que le B2, c'est carrément un scalpel pour une précision chirurgicale de votre pensée. Et puisque la précision est primordiale, voyons cet arsenal. Deuxièmement, utilisez des mots puissants. Dites « entreprendre » ou « soutenir » au lieu de « faire » ou « dire ». Intégrez des connecteurs comme « cependant », « en effet », « néanmoins » et des noms comme « l'enjeu » ou « la démarche ». Honnêtement, pourquoi s'obstiner à dire « je pense que c'est bien » quand je soutiens que c'est remarquable donne instantanément de l'autorité à votre discours. Maintenant, comment ne pas tout oublier? Troisièmement, passez à l'assimilation active. Prenez 10 mots par semaine, créez des phrases sur votre vie et utilisez-les à l'oral sous 48 heures. Ensuite, faites de la répétition espacée. 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Mémoriser sur une appli ne sert à rien si vous avez peur de faire des erreurs à l'oral. Accumuler des mots sans les prononcer, c'est comme collectionner des outils sans jamais bricoler. En fin de compte, la véritable maîtrise du français ne se mesure pas au nombre de mots que vous connaissez, mais à la puissance de ceux que vous choisissez d'utiliser. C'est quand même dingue de se dire qu'on pourrait maîtriser, disons, 80% des conversations complexes en français. Ah oui, les grands débats, les négociations professionnelles, ce genre de choses. Exactement. Et tout ça en n'utilisant qu'une petite poignée de mots bien précis. C'est vrai que c'est une promesse qui semble presque trop belle pour être vraie en fait. Complètement. Aujourd'hui, on va démanteler une croyance qui a vraiment la peau dure. Ce mythe absolu. Le fameux mythe du dictionnaire. Voilà. L'idée selon laquelle la fluidité exigerait de mémoriser le dictionnaire entier, page par page. C'est tellement ça. La plupart des méthodes traditionnelles nous poussent vers une approche purement quantitative. Ouais, on compte les mots. C'est ça, on a cette illusion persistante que la compétence dépend uniquement du volume brut de vocabulaire que notre cerveau arrive à stocker. On adore ce qui se compte, le nombre de listes qu'on a avalées, mais on oublie d'évaluer le poids réel des mots. exactement, la valeur stratégique de ce qu'on accumule. Bon, décortiquons ça. Notre matériel de base pour l'exploration d'aujourd'hui, c'est un cours de linguistique qui est extrêmement pointu et qui avance une statistique assez fascinante. Oui, la loi de Pareto appliquée aux langues, en gros. C'est ça, le fameux 80-20. Un vocabulaire ciblé, s'il est choisi de manière vraiment chirurgicale, permet de couvrir l'immense majorité des situations de communication à un niveau intermédiaire avancé. Le fameux niveau B2.
Absolument. On parle ici d'une liste stricte de 70 mots. 70 mots pour atteindre le B2. Donc la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de lire un glossaire de bout en bout, hein. Non, ce serait un peu soporifique. Un peu, oui. On va plutôt extraire la méthode exacte pour passer d'une simple communication de survie à une expression qui est véritablement nuancée et experte. Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle résonne bien au-delà de la simple linguistique. Comme vous le disiez, c'est une application brillante de ce principe des 80-20, mais appliquée directement à la cognition humaine. Ouais. On identifie les 20% d'efforts lexicaux qui vont du coup produire 80% de l'impact communicatif. C'est une clé universelle, que ce soit pour préparer un examen officiel, comme le DELF B2, ou pour briller lors d'une réunion professionnelle, ou simplement pour quiconque cherche la méthode la plus redoutable pour apprendre n'importe quelle compétence, sans se noyer sous l'information. Complètement. Mais avant d'ouvrir cette mallette magique, il faut comprendre le changement de paradigme. Pourquoi ce niveau B2 est-il si particulier? C'est une excellente question. La source explique super bien la progression. Au niveau A1 et A2, c'est la survie pure. On est capable de commander un café, De demander où est la gare. voilà, de décrire sa journée, c'est vraiment le kit de base. Ensuite, au niveau B1, on gagne un peu en indépendance. On peut donner une opinion simple, on commence à respirer, quoi. C'est le moment où on sort la tête de l'eau. C'est ça. Mais le passage au B2, ça représente une véritable rupture. Ah bon, totalement. Si on relie ça à la vue d'ensemble de l'apprentissage cognitif, le B2, c'est le moment précis où on quitte le concret immédiat. On entre de plein pied dans l'abstraction. L'abstraction, oui. C'est plus simplement je peux transmettre une information basique à la personne en face, c'est plutôt je peux argumenter, débattre, formuler des hypothèses complexes. Et défendre son point de vue face à une contradiction. Exactement. Le locuteur passe de la simple description du monde à l'analyse critique de ce monde. Au lieu de dire « c'est bien », on va dire « c'est remarquable ». Au lieu d'affirmer « je pense que c'est vrai », on va articuler « je soutiens que cette idée est valide ». Ah, j'adore cette distinction. Pour bien visualiser ce passage au B2, prenons un peu l'évolution d'un bricoleur. Ah, j'aime bien les analogies. Vous allez voir. Au niveau A2, le bricoleur possède un marteau et un tournevis. Bon, c'est super pratique, on peut accrocher un cadre au mur, monter un petit meuble en kit, c'est de la survie domestique. D'accord. Mais au niveau B2, on reçoit soudainement la mallette d'outils de précision d'un maître artisan. On peut sculpter, on peut ajuster au millimètre près, créer des trucs complexes. Et l'erreur tragique, c'est que beaucoup de gens remplissent leur mallette avec n'importe quel outil trouvé au hasard. Des outils lourds et inutiles qu'ils n'utiliseront jamais. C'est exactement ça. Et c'est l'erreur fondamentale que souligne le document qu'on analyse. L'apprentissage aléatoire de listes thématiques. Genre, les animaux de la ferme. Voilà. Apprendre le nom de tous les animaux de la ferme ou de toutes les pièces d'un moteur de voiture, c'est une perte de temps cognitive massive quand on vise la fluidité argumentative. Les gens saturent leur mémoire avec des termes périphériques et ils négligent ce que la recherche appelle les mots puissants. Les fameuses 70 mots. C'est ça. L'approche sélective, ça consiste à cibler uniquement les mots qui portent la charge sémantique la plus forte. C'est ce qui permet de démontrer une architecture mentale structurée. Alors, ouvrons cette fameuse mallette de précision, puisque la justesse est la clé. La première étape logique, proposée par notre source, c'est d'améliorer le moteur même de chaque phrase. L'action. L'action, donc les verbes. La liste identifie 10 verbes puissants. On a entreprendre, prétendre, soutenir. Remettre en question, parvenir à. Voilà. Il y a aussi s'avérer, engendrer, préconiser. Et n'oublions pas envisager et contribuer à. C'est une belle liste. Et ce sont vraiment des moteurs. Ce sont de véritables moteurs narratifs, oui. Prenez le verbe engendrer, par exemple. Ouais. Il transporte une notion de création systémique, de réaction en chaîne, de cause à effet profonde. Le verbe basique, faire, il est totalement incapable de transmettre ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et je dois avouer une certaine confusion. Je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Pourquoi s'embêter avec une telle gymnastique verbale? Je veux dire, les mots causer ou conseiller, ils fonctionnent très bien au quotidien, non? Remplacer conseiller par préconiser ou dire par prétendre, est-ce qu'il n'y a pas un risque de paraître un peu pompeux? C'est une critique qu'on entend souvent. C'est pas juste du snobisme linguistique pour impressionner la galerie. C'est une objection tout à fait légitime, et c'est un piège dans lequel beaucoup tombent, en fait. Mais c'est pas du snobisme, c'est vraiment de l'exactitude chirurgicale. D'accord. Analysons l'exemple que vous venez de citer, prétendre face au verbe dire. Ok.
Imaginons un contexte d'entreprise. Si un manager déclare « mon collègue dit qu'il a sécurisé ce contrat », bon, c'est factuel, c'est neutre. Oui, il rapporte juste les faits. Voilà. Mais s'il utilise « mon collègue prétend avoir sécurisé ce contrat », la dynamique de la pièce entière change. Ah oui, c'est vrai. Le verbe « prétendre » transporte à lui seul une intention très spécifique. Il inclut intrinsèquement une notion de doute, l'idée qu'une affirmation est lancée sans aucune preuve tangible. Ah, je vois. Du coup, si j'utilise « prétendre », j'ai pas besoin d'ajouter « mais je ne suis pas sûr qu'il dise la vérité ». Le mot fait tout le travail tout seul. Exactement. Un seul mot fait le boulot de toute une phrase d'explication. C'est une économie cognitive incroyable. Et c'est la même chose avec préconiser. C'est pas juste un synonyme sophistiqué de conseiller. Quelle est la différence alors? Un ami vous conseille un bon restaurant, mais un expert de la santé ou un consultant financier, lui, il préconise une stratégie. Ah, la notion d'autorité. Tout à fait. Ça implique une recommandation basée sur une expertise officielle ou une étude. Ces verbes-là, ils servent pas juste à faire joli dans une phrase, ils encodent une posture intellectuelle spécifique. C'est un peu comme compresser un fichier informatique complexe. On met beaucoup plus de sens dans un espace beaucoup plus réduit. Belle image, oui. Mais avoir un moteur puissant comme ces verbes, ça sert strictement à rien si on n'a pas de volant ni de châssis pour diriger la pensée. C'est clair. Un moteur surpuissant dans une voiture sans direction, c'est le crash assuré. Complètement. Il faut structurer tout ça. Et c'est là qu'entrent en jeu les éléments de l'architecture de l'argumentation, les fameux connecteurs logiques. La colonne vertébrale du discours. Exactement. La source en liste 15. On parle de termes comme « en effet »,« cependant »,« néanmoins Par ailleurs, en revanche, ». D'une part, d'autre part. Ou encore « en outre », autrement dit, « en conclusion ». Il y a aussi les conjonctions comme « à condition que »,« bien que »,« puisque ». Et pour finir, « dès que »,« tandis que » et « quant à ». 15 petits mots. Mais sans eux, une pensée complexe s'effondre inévitablement en une série de phrases simples, hachées et déconnectées. L'auditoire perd le fil très, très rapidement. L'analogie qui me vient en tête pour ces connecteurs, c'est celle de la construction d'un pont. Dites-moi plus. Imaginons qu'on doive expliquer une idée complexe avec deux arguments opposés. Sans connecteur, c'est comme demander à la personne qui écoute de sauter d'un rocher glissant à l'autre pour traverser une rivière super agitée. C'est épuisant cognitivement. C'est ça. Et on risque de perdre l'attention de la personne en chemin. Mais utiliser une structure comme « d'une part » et « d'autre part », c'est construire un pont suspendu hyper solide. C'est vrai. Dès que l'auditoire entend « d'une part », son cerveau se détend. Il sait qu'un argument équilibré arrive, il se laisse guider en toute sécurité d'une idée à la suivante. Cette métaphore du pont illustre parfaitement la gestion de la charge cognitive. Et ça soulève une question hyper importante sur la psychologie humaine. Comment on structure réellement les idées complexes? Oui, comment le cerveau fait le tri. Les connecteurs comme cependant, néanmoins ou en revanche, ils créent les virages de notre pensée. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met au centre de cette réflexion? Les concepts. Exactement. Ça nous amène directement à la catégorie des noms conceptuels. Le document en isole 25. 25 noms? Plutôt que de tous les lister, prenons le temps d'en regarder quelques-uns à la loupe, parce que la différence qu'ils apportent est saisissante. Allez-y. La source oppose notamment des mots basiques à des concepts comme l'enjeu, la démarche, le constat ou la perspective. Et il y a aussi le défi, l'objectif, la stratégie, le contexte. La liste est longue. Mais c'est ici que la transformation intellectuelle opère vraiment. Passons du mot factuel, problème, au mot analytique, enjeu. Ok. Ça modifie littéralement la façon dont le cortex préfrontal aborde une situation. Un problème, c'est perçu par le cerveau comme un obstacle à retirer, une nuisance à éliminer. C'est binaire, en fait. Ouais, on a un problème, on l'écrase. Voilà. Mais un enjeu, un peu comme a stake en anglais, ça représente ce qu'il y a à gagner ou à perdre. C'est un système complexe à comprendre, une valeur à défendre. La nuance est énorme. Quand un professionnel dit « voici notre problème », il demande une rustine. Mais quand il dit « voici l'enjeu », il invite à une réflexion stratégique globale. C'est fou de réaliser qu'en changeant un seul nom, on change tout le cadre philosophique de la discussion. Totalement. Et c'est la même chose avec le constat. Au lieu de dire « j'ai vu que les ventes baissent », dire « le constat est que les ventes baissent », ça donne immédiatement une distance scientifique, une objectivité à l'observation. Une posture d'analyste, oui. Avec ces noms conceptuels et nos connecteurs logiques, on a vraiment la charpente de la maison. Le moteur de l'action tourne avec nos verbes puissants. Mais, parce qu'il y a un mais, un discours peut encore sembler un peu robotique, un peu sec, non? Oui, il manque la couleur. Voilà, les finitions. Et ça, c'est le rôle des adjectifs et des adverbes de précision. Les 20 derniers mots de notre liste. C'est la couche de vernis finale.
C'est celle qui permet de calibrer l'intensité du message avec une granularité parfaite. La source met en lumière des adjectifs comme considérable, prépondérant, pertinent. Adéquat, substantiel. Il y a aussi globalement, particulièrement, relativement, Significatif, indispensable, souhaitable. et on finit avec convenable, évident, complexe, progressif et durable. Bon, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement dans la vraie vie? Vous avez un exemple en tête? Prenons une réunion un peu houleuse. La façon de qualifier les choses définit instantanément notre autorité. Répondre à un collègue « c'est une bonne question », bah c'est aimable, mais c'est un peu banal. Oui, tout le monde dit ça. Mais répondre « c'est une question tout à fait pertinente », là ça valide intellectuellement le collègue, tout en plaçant la personne qui parle dans une position d'évaluateur expert. C'est très juste. De même, déclarer « nous observons une amélioration progressive et substantielle », ça pose une maîtrise indiscutable, bien au-delà d'un simple « on a fait des progrès ». Ce qui est fascinant ici, c'est l'économie de moyens pour un effet psychologique maximum. Et je dois avouer que j'ai une affection toute particulière pour l'adverbe vraisemblablement, qui illustre parfaitement cette mécanique. Vraiment, j'aurais tendance à penser que c'est juste une manière hyper longue et compliquée de dire « peut-être ». Et c'est justement là que réside toute la subtilité. La nuance entre un simple peut-être et vraisemblablement, c'est un chef-d'œuvre de diplomatie et de logique pure. Ah oui, Oui, peut-être, ça laisse la porte grande ouverte au hasard total, à l'incertitude absolue. En gros, ça n'engage à rien. oui, il fera peut-être beau demain. Voilà. Vraisemblablement, en revanche, ça indique que, même s'il n'y a pas de certitude absolue à 100%, la totalité des preuves logiques et des indices pointe fermement dans cette direction. Ah, je comprends. C'est le mot parfait pour formuler une hypothèse super solide sans prendre un risque inconsidéré. C'est brillant. Ajoutez à cela des adjectifs comme indispensable, complexe ou durable, et on possède vraiment tout le spectre de la nuance. C'est le kit complet. La fameuse mallette de précision. Exactement. Mais voilà, il y a un obstacle majeur. Le grand défi de l'apprentissage. Je dois vous faire une confession. Je vous écoute. Quand j'étais à l'université, la veille d'un grand examen oral de langue, mon instinct de survie consistait à prendre une feuille avec 200 mots de vocabulaire super complexes. Oh là là, je vois venir la catastrophe. Et je la relisais frénétiquement à 2 heures du matin. Je me bourrais le crâne, quoi. Et le lendemain, devant le professeur, Le trou noir, hein? le vide absolu, la paralysie totale. Je savais que le mot exact était quelque part dans ma tête, mais impossible de l'articuler. C'est un classique, hein. Posséder cette liste de 70 mots sur un bout de papier, ça sert strictement à rien si le cerveau bloque au moment de parler. Votre anecdote illustre vraiment le piège cognitif le plus redoutable de l'apprentissage, la dépendance à la mémoire de travail volatile. C'est-à-dire? Le bourrage de crâne de dernière minute, ça crée une illusion de compétence. En relisant une liste, le cerveau reconnaît les mots de manière passive. Vous vous dites « Ah oui, je connais ce mot ». Oui, on a l'impression d'être prêt. Sauf que la reconnaissance passive et la production active, spontanée, utilisent des circuits neuronaux qui sont totalement différents. Ah, Hmm. ok. Au moment de parler, sous l'effet du stress en plus, l'accès à ces mots qui n'ont pas été consolidés est immédiatement bloqué. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour cela que la source propose une véritable science de l'intégration. Ça va bien au-delà de la simple théorie. Il y a une méthode en 5 étapes. Alors comment on pirate ce système? Comment on passe de la paralysie à la fluidité? Par où on commence si le par cœur ne fonctionne pas? La première règle absolue, l'étape 1, c'est la sélection personnelle. Il y a hors de question de s'attaquer aux 70 mots simultanément. Sinon le cerveau sature. Exactement. Il faut en choisir 10 par semaine, et pas au hasard. Il faut choisir ceux qui résonnent avec sa propre réalité professionnelle ou personnelle. D'accord, donc on choisit 10 mots, et ensuite, l'étape 2, c'est quoi? On les écrit 10 fois chacun dans un carnet? Surtout pas. La deuxième étape exige de forger des connexions synaptiques durables en créant ses propres phrases. Pas des phrases d'un manuel scolaire. Non, des phrases ancrées dans le quotidien. Par exemple, si une personne est ingénieure, elle va créer une phrase utilisant préconisé qui est liée à son dernier projet technique. Le contexte est le ciment de la manoire. C'est la phrase clé. Un mot appris hors contexte, c'est un concept mort. C'est super logique. On attache la nouvelle information à un réseau neuronal qui existe déjà, notre propre vie en fait. Voilà, Et ensuite, l'étape 3, il faut les utiliser dans le monde réel, non? c'est l'étape cruciale. L'utilisation immédiate dans les 48 heures. 48 heures, c'est précis. C'est une fenêtre temporelle non négociable, selon les chercheurs. Il faut forcer le cerveau à mobiliser le mot dans une véritable conversation.
Pour prouver qu'il est utile. C'est ça. Mieux vaut posséder une maîtrise totale et fluide de 10 mots puissants, capables de s'adapter à toutes les situations, plutôt que d'avoir survolé 70 mots qui s'évaporent à la seconde où on ouvre la bouche. D'accord. Et pour s'assurer que ça reste à vie, la source aborde la 4e étape, la fameuse répétition espacée. Ah, la répétition espacée. C'est validé par des décennies de recherche sur la courbe de l'oubli. Comment ça marche en pratique? Il faut réviser le mot un jour après avoir appris, puis 3 jours après, puis une semaine, puis un mois. Ça force le cerveau à se rappeler. Chaque rappel signale au cerveau que cette information est vitale pour la survie intellectuelle. Ça force littéralement le transfert vers la mémoire à long terme. C'est puissant. Et la dernière étape, la 5e, elle me plaît beaucoup. C'est l'immersion contextuelle. Oui, garder les oreilles grandes ouvertes. C'est le moment où l'on écoute un podcast, on regarde les infos à la télé et on célèbre mentalement quand on capture un de ces mots dans la nature. Ah, il a dit prépondérant. C'est extrêmement gratifiant de voir la théorie prendre vie. On note d'ailleurs que la source insiste sur un point qu'on oublie souvent pendant cette immersion, la prononciation. Ah oui, c'est fondamental. Avoir le bon mot conceptuel dans la tête, c'est super. Mais s'il est mal prononcé, la personne en face ne le reconnaîtra pas. Et là, tout le travail d'architecture s'effondre. Un mot mal prononcé est un mot perdu. La maîtrise orale est vraiment indissociable de la maîtrise lexicale. Tout est lié. Complètement. Bon, pour synthétiser un peu ce voyage fascinant, la maîtrise du niveau B2, ou d'ailleurs de n'importe quelle compétence complexe, c'est pas une montagne insurmontable de données à ingérer. Surtout pas. C'est avant tout une question d'architecture et de tri. Il s'agit d'adopter une sélection stratégique, des verbes moteurs pour propulser l'action. Des connecteurs pour construire les ponts de la logique. Voilà, des mots conceptuels pour encadrer l'abstraction et des adjectifs de précision pour asseoir son autorité. Et bien sûr, tout cela doit être cimenté par l'utilisation active pour transformer la théorie en réflexe avec les 5 étapes. C'est un modèle d'efficacité remarquable. Ça dépasse largement le cadre de la langue française, en fait. Totalement. Ça démontre de manière éclatante qu'en comprenant les mécanismes internes d'un système, que ce soit les rouages d'une langue, du code informatique ou de la gestion de projet, on peut optimiser son temps et son énergie de manière spectaculaire. Loin du mythe de l'effort quantitatif épuisant. Exactement. C'est une révélation d'une valeur inestimable pour quiconque cherche à apprendre et évoluer de manière intelligente. Mais parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps avant de clore cette exploration, il y a une dernière réflexion, un peu vertigineuse, qui découle directement de la lecture de notre source. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Le document affirme sans détour que c'est précisément l'acquisition de cette liste restreinte de mots très spécifiques qui débloque la capacité à formuler des hypothèses et à débattre d'idées abstraites. Oui, et ça suggère une idée vraiment profonde sur la nature même de la cognition humaine. Jusqu'où va ce lien entre le mot et la pensée ? C'est la grande question, hein. Est-ce que notre capacité à développer une pensée complexe, à ressentir des nuances sociales ou politiques est littéralement circonscrite, limitée par les frontières de notre vocabulaire ? C'est le concept de dire qu'on ne peut pas penser ce qu'on ne peut pas nommer. C'est ça. Peut-on véritablement concevoir intérieurement une idée très nuancée, élaborer une stratégie d'entreprise subtile ou saisir un enjeu géopolitique majeur si notre cerveau ne possède pas l'outil exact, le mot précis et affûté pour encadrer et retenir cette pensée? Autrement dit, pour revenir à notre toute première métaphore, du bricoleur, si l'on ne possède finalement dans sa mallette mentale qu'un simple marteau, Est-ce que tous les problèmes du monde finissent inévitablement par ressembler à un clou? voilà une question fascinante. Ça interroge les limites même de notre perception du monde. Et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde bien après la fin de cette analyse. Tu sais, c'est vraiment curieux de réaliser à quel point on s'acharne parfois à rendre l'apprentissage, mais alors incroyablement difficile et douloureux. Ah on dirait presque qu'on aime souffrir. Mais c'est ça, hein. Genre mémoriser des listes interminables de règles de grammaire, fixer des tableaux de conjugaison jusqu'à en avoir mal aux yeux. Les fameuses colonnes de vocabulaire totalement hors contexte, oui. Exactement. Honnêtement, c'est un peu comme essayer de manger de la farine, des œufs crus et de la levure séparément, quoi. Quelle horreur. En espérant que par un miracle physiologique quelconque, tout ça va se mélanger dans notre estomac pour prendre le goût d'un gâteau. L'image est super frappante et surtout, elle illustre parfaitement l'erreur fondamentale de l'éducation traditionnelle en fait. On dissocie tous les ingrédients ? Tout à fait. L'idée reçue, c'est qu'en isolant les éléments complexes d'une langue et en les ingérant par la force brute, par la logique pure, le cerveau finira par les assembler.
Sauf que le cerveau humain n'est pas une machine à traiter des données brutes, tu vois. Il déteste manger de la farine crue. C'est clair. Alors qu'une histoire, en revanche, c'est le gâteau déjà cuit. C'est infiniment plus facile, tellement plus agréable à digérer. Et c'est précisément le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Un sujet passionnant pour le coup. Ouais. On va plonger dans une approche pédagogique assez fascinante, tirée d'un document qui s'intitule « Le voyage de Sophie, apprendre un français grâce aux histoires ». Et c'est un matériel qui est spécifiquement taillé pour les apprenants de niveau A2, c'est bien ça? Exactement. Donc, pour resituer un peu, ce sont des personnes qui ont dépassé le stade des simples mots isolés, mais qui luttent encore pour fluidifier des phrases basiques. Et le but de cette méthode, c'est pas du tout de fournir une énième leçon de grammaire déguisée. C'est une véritable démonstration de la façon dont on pourrait dire, pirater les mécanismes de rétention du cerveau. Pirater, ouais, c'est le mot. Cette approche démontre qu'en fusionnant l'émotion narrative et l'acquisition linguistique, on supprime purement et simplement la friction naturelle que notre esprit oppose à l'effort brut. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'avant même de faire la connaissance de cette fameuse Sophie et de son voyage, il faut comprendre le mécanisme invisible qui s'active sous notre crâne. La biologie derrière tout ça. Vraiment. On parle souvent d'un changement d'état d'esprit chez la personne qui écoute une histoire, mais si le cerveau se détend, il doit bien y avoir une bascule chimique quelque part, non? Est-ce qu'on parle, je sais pas, d'une chute du stress ou d'une hormone spécifique qui entre en jeu? En fait, c'est vraiment un mélange des deux. Et ça repose sur un changement de paradigme fondamental entre ce qu'on appelle le mode apprentissage et le mode découverte. D'accord. La différence étant? Quand on s'assoit devant un manuel de grammaire, le cerveau entre en mode apprentissage. Et ça, c'est un état d'alerte. L'amygdale perçoit une tâche ardue, potentiellement frustrante, et elle déclenche une légère libération de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Le cerveau se crispe. Il dresse des murs, en gros. Il se met sur la défensive. Voilà. Alors qu'à l'inverse, le mode découverte, c'est un état naturel et ancestral. Depuis la nuit des temps, l'être humain transmet l'information vitale sous forme de récits autour d'un feu, par exemple. Ah, j'adore cette idée. C'est un peu comme si le mode apprentissage, en fait, c'était un videur de boîte de nuit extrêmement rigide. Un videur ultra rigide. Ouais, il bloque chaque nouveau mot de vocabulaire à l'entrée, en demandant ses papiers d'identité, sa racine latine, sa fonction grammaticale. Ah oui, je vois très bien. Et forcément, ça crée un embouteillage monstre à l'entrée. C'est ça, alors qu'une histoire, c'est le pass VIP. L'ENO entre pour la porte de derrière, directement dans le club, parce que le videur est distrait par la musique. C'est une excellente analogie. Et cette métaphore du videur est très juste sur le plan neurologique. Lorsque le récit commence, le cortisol chute et il laisse la place à la dopamine. Ah, la fameuse dopamine. Ouais. Et ce n'est pas seulement l'hormone du plaisir de l'instant, c'est vraiment la molécule de la motivation, de l'anticipation et de la récompense. Le cerveau veut absolument savoir ce qui va arriver au héros. Il est accroché à l'intrigue. Tout à fait. Et cette anticipation crée un environnement neurochimique optimal. L'assimilation des structures grammaticales complexes se fait alors de manière quasi subconsciente. Et j'imagine que l'émotion joue un rôle de fixateur dans tout ce processus. Genre, si je lis le verbe pleurer dans un dictionnaire, c'est juste une donnée abstraite. Mon cerveau n'a aucune vraie raison de s'en souvenir le lendemain. Non. C'est très froid comme information. Par contre, si j'entends ce même mot pendant qu'un personnage perd son chien ou retrouve un ami d'enfance, là je ressens physiquement l'action. Et c'est là toute la différence. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette méthode utilise intentionnellement des émotions positives et universelles pour agir comme une colle mnésique. Une colle pour la mémoire, ouais. La recherche montre d'ailleurs très clairement qu'il est biologiquement bien moins coûteux en énergie de se souvenir d'un concept lié à une émotion forte que d'une information factuelle, isolée. Parce que les connexions se font plus vite. Exactement. La mémoire émotionnelle crée des connexions neuronales beaucoup plus denses et surtout plus durables. Donc si notre cerveau a besoin d'une histoire pour tromper ce fameux videur et relâcher la pression, il nous faut un protagoniste. Il nous faut Sophie. Voilà. Et l'héroïne de cette méthode est quelqu'un d'incroyablement ordinaire, ce qui est probablement fait exprès. Dans la vidéo, on nous invite à imaginer le bruit régulier d'un train sur les rails, un paysage qui défile à la fenêtre, et là on rencontre Sophie. Et le profil de Sophie, il est vraiment conçu avec une précision chirurgicale pour maximiser l'empathie chez celui qui écoute.
Elle a quoi, 25 ans? C'est ça, une jeune femme de 25 ans qui vit dans une petite ville de province en France. Elle mène une vie que des millions de personnes connaissent en fait. Un travail de bureau super monotone du lundi au vendredi. Le fameux métro, boulot, dodo. Elle gagne juste de quoi survivre. L'argent paye le loyer, l'électricité, les courses, et c'est tout. Point barre. Pas de folie, ouais. Chaque soir, elle rentre chez elle complètement épuisée. Elle s'assoit, elle regarde par la fenêtre. On sent vraiment cette lourdeur du quotidien dans le récit. Mais à l'intérieur, elle a ce rêve immense qui semble presque disproportionné par rapport à sa réalité. Son grand rêve de voyage. Elle veut faire le tour du monde, elle veut découvrir des cultures inconnues, entendre d'autres langues. Et le conflit narratif est là, massif, juste devant elle, le manque de moyens financiers. Et ce conflit est universel. La barrière entre une personne et ses aspirations, c'est très souvent matériel ou du moins lié à un manque de ressources perçues. C'est le mur auquel tout le monde se heurte. Exactement. Et c'est à ce moment précis que la leçon linguistique se fond dans la leçon de vie. Face à cette montagne, la solution de Sophie, ce n'est pas un miracle hollywoodien. Elle ne gagne pas au loto, quoi. Non, pas du tout. Elle décide de commencer de manière microscopique. Elle décide de mettre de côté exactement 50 € par mois. Et quand on y pense, 50 € face au coût d'un tour du monde, ça semble complètement dérisoire. C'est presque décourageant, non? Ça pourrait l'être, oui. Mais c'est là qu'intervient une expression très spécifique, un proverbe français classique qui est enseigné dans le texte et qui devient la clé de voûte de l'histoire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah, ce proverbe. Son insertion dans l'histoire est tout sauf accidentelle. Il justifie complètement la stratégie de micro-action de l'héroïne. Ça lui donne du sens. Voilà. Et du point de vue de l'apprentissage, les mots comme rêve, économiser ou persévérance cessent d'être de simples éléments d'une liste de vocabulaire. Ils prennent vie. Ils deviennent littéralement les briques de la survie psychologique de Sophie. L'auditeur absorbe ce champ lexical naturellement parce qu'il veut que Sophie réussisse, tout simplement. L'analogie est d'ailleurs magnifique. L'accumulation lente et invisible de ces petites sommes de 50 €, mois après mois, c'est le miroir exact de l'accumulation du vocabulaire pour quelqu'un qui apprend une langue. C'est une très belle façon de le voir. Au début, on a l'impression que retenir 1 ou 2 mots par jour, ça va mener nulle part. On ne voit pas le progrès du tout. La tirelire semble désespérément vide. Mais l'effet composé, qu'il soit financier ou cognitif d'ailleurs, ça exige du temps. Les mois passent dans l'histoire, 1 an, puis 2, jusqu'au moment où la masse critique est atteinte. Le fameux point de bascule. C'est ça. Et ce point de bascule, il arrive avec l'achat d'un seul billet d'avion abordable. Sophie casse sa tirelire et elle part au Maroc pour 2 semaines. Le grand saut. On imagine parfaitement la scène, elle est dans cet avion, le visage collé au hublot, en train de regarder la mer Méditerranée et les nuages en dessous, avec cette réalisation vertigineuse qu'elle est vraiment en train de le faire. Le rêve devient réalité. Et d'ailleurs, le choix de la destination, le Maroc, ça sert 2 objectifs narratifs et pédagogiques très clairs. Lesquels? D'une part, c'est géographiquement proche de la France et financièrement accessible, ce qui maintient la crédibilité totale de l'histoire des 50 €. C'est pas un vol pour l'Australie, quoi. Voilà. Et d'autre part, c'est un dépaysement culturel et linguistique total, ce qui est absolument parfait pour introduire tout le vocabulaire lié au voyage, à la désorientation et à la prise de décision. Ah oui, parce qu'une fois sur place, c'est le choc pour elle. Elle ne parle pas un mot d'arabe. Pas un seul. Elle est soudainement réduite à communiquer un peu comme une enfant, tu sais, avec des grands sourires, des gestes maladroits des mains, et juste les 3 mots basiques qu'elle a pu glaner avant de partir. Bonjour, merci, s'il vous plaît. Et cette situation crée une puissante résonance chez la personne qui écoute l'histoire. De l'empathie directe. Exactement. L'apprenant qui lutte pour comprendre le français à travers ses écouteurs s'identifie immédiatement à Sophie qui lutte pour se faire comprendre au Maroc. L'empathie est à son comble à ce moment-là. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au milieu de cette désorientation, la plus grande découverte de Sophie n'est pas du tout architecturale. C'est pas un beau bâtiment. Non, ce n'est pas un monument célèbre ou même un plat local. Sa révélation absolue, c'est de comprendre que le monde inconnu n'est pas effrayant. Le mot utilisé dans le récit est qu'il est accueillant. Un mot très fort. Elle réalise que la planète est remplie de gens qui veulent spontanément aider, partager un repas, créer du lien, et ça, malgré la barrière de la langue. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette épiphanie émotionnelle sert en fait de point d'ancrage pour mémoriser des expressions idiomatiques cruciales. Donc le texte se sert de ça. Complètement. Le texte utilise cette transformation pour graver des concepts abstraits comme prendre une décision, ou en avoir assez de sa routine, ou encore faire le premier pas. Et ça marche parce que l'émotion est là.
Le cerveau retient ces phrases car elles sont désormais associées au soulagement et à la joie ressentie par le personnage. C'est ancré. Et le récit ne s'arrête pas à ce premier succès. On a droit à une ellipse temporelle, un saut dans le temps de 5 ans. 5 ans plus tard, ouais. Les résultats de cette petite habitude de 50 € sont juste phénoménaux. Sophie a voyagé dans 15 pays différents, explorant l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce. Un vrai tour d'Europe. Et bien plus. Elle est devenue trilingue, parlant le français, l'anglais et un peu d'espagnol. Elle a même lancé un blog lu par des milliers de personnes pour prouver que voyager n'est pas réservé aux millionnaires. La trajectoire de Sophie illustre vraiment un principe fondamental de l'expansion humaine. Les grands changements de vie ne nécessitent pas des actes héroïques immédiats. Pas besoin de tout plaquer d'un coup? Non, ils demandent simplement une action initiale minime, mais qui soit constante. C'est la morale de l'histoire, et c'est aussi, de façon très subtile, la morale de l'apprentissage linguistique lui-même. Alors je dois t'arrêter là, parce que tout cela est profondément inspirant, je suis d'accord. Mais je vais jouer l'avocat du diable une seconde. Je t'écoute. Si je suis un apprenant, je pourrais très bien me dire « Ouais, c'est génial, j'ai eu ma dose de dopamine, j'ai adoré l'histoire de Sophie. » Mais si je me contente de m'asseoir sur mon canapé et d'écouter cette jolie vidéo en boucle, est-ce que je vais vraiment devenir bilingue? C'est la grande question. Bah oui, l'écoute passive, c'est comme regarder une série sur Netflix. Ça ne forge pas une compétence concrète. Comment on passe de l'inspiration ressentie à l'acquisition réelle de la grammaire française? C'est une objection tout à fait légitime, et c'est précisément la raison pour laquelle cette méthode ne s'arrête pas au conte de fées. Ah, donc il y a une suite pratique. Bien sûr, l'inspiration est le carburant, on est d'accord, mais il faut un moteur pour avancer. Sans méthodologie stricte, le pic de dopamine retombe à plat très vite. Le soufflet retombe. Voilà. C'est pour cela qu'un plan d'action extrêmement pragmatique découpé en 5 étapes accompagne l'histoire de Sophie. Alors, explorons ce moteur. Quelle est la première étape pour transformer cette belle histoire en véritable maîtrise de la langue de Nat? La première étape, c'est la régularité absolue. La règle est très claire. 10 minutes d'écoute par jour valent infiniment mieux que 2 heures de travail acharné le dimanche soir. Ah oui, le fameux bachotage du dimanche. Ça ne marche pas. La mécanique derrière cela s'appelle la répétition espacée. Le cerveau a besoin de temps, et particulièrement de sommeil, pour consolider les nouvelles synapses. Donc si on fait 2 heures d'un coup, Le bombarder d'informations pendant 2 heures ne fait que saturer la mémoire à court terme, qui s'effacera de toute façon le lendemain. 10 minutes par jour, c'est littéralement l'équivalent cognitif des 50 € de Sophie. on capitalise sur de petites doses quotidiennes. D'accord, c'est très clair. La deuxième étape est, à mon sens, peut-être la plus difficile psychologiquement, c'est le lâcher-prise. Oh oui, très difficile pour beaucoup. L'instruction est de tolérer l'ambiguïté, de ne pas chercher à comprendre chaque mot immédiatement et de se concentrer sur le sens global de la phrase. Mais c'est terrifiant pour quelqu'un qui a été habitué à l'école à chercher la traduction parfaite de chaque terme. C'est même totalement contre-intuitif. Le réflexe pavlovien d'un étudiant face à un mot inconnu, c'est de mettre l'audio en pause, d'ouvrir un dictionnaire et de chercher la définition exacte. C'est ce qu'on nous a toujours appris à faire. Sauf que faire cela, c'est appuyer sur le bouton d'alarme du cerveau. Le cortisol remonte, le stress revient, et le fameux videur dont tu parlais tout à l'heure reprend sa place à la porte. Ah, on le réveille et il bloque l'entrée à nouveau. Exactement. Tolérer l'ambiguïté maintient l'esprit dans le flux narratif, ce qui permet de deviner le sens par le contexte. Et ça, c'est une compétence bien plus précieuse que la simple mémorisation par cœur. Donc on laisse couler, on accepte de ne pas tout saisir, ce qui nous amène logiquement à la troisième étape, qui permet justement de pallier cette incompréhension initiale. C'est l'écoute multiple. L'art de la répétition stratégique. C'est une sorte de digestion en plusieurs couches en fait. On n'écoute pas la même chose à chaque passage. Tout est question de gestion de la charge cognitive. Lors de la première écoute, c'est purement récréatif. L'auditeur découvre l'intrigue, s'attache à Sophie, visualise les paysages du Maroc. Le cerveau est accaparé par le sens global. Il suit juste l'histoire. Voilà. Lors de la deuxième écoute, l'intrigue étant déjà connue, le cerveau libère de la bande passante, si je puis dire. Il a moins de travail à faire sur le fond. C'est ça. Il peut enfin remarquer les structures grammaticales, isoler les mots nouveaux qui lui avaient échappé la première fois. Et la troisième écoute alors ? Elle est chirurgicale. On se focalise exclusivement sur la musicalité, le rythme, la façon dont les phrases s'enchaînent, la prononciation des voyelles nasales françaises, par exemple. C'est vraiment comme regarder un super film une deuxième ou troisième fois et commencer à remarquer tous les petits indices cachés dans le décor. C'est la métaphore parfaite.
La quatrième étape, elle, passe à l'action physique. C'est l'expression orale. Il est conseillé de répéter les phrases à voix haute, seul, chez soi. Bon, c'est toujours un peu gênant de se parler à soi-même dans son salon avec un accent hésitant, mais j'imagine que l'impact sur le corps est indispensable. Absolument. L'apprentissage d'une langue n'est pas qu'un processus purement intellectuel, c'est une véritable gymnastique motrice. Du sport pour la bouche. Tu dois littéralement entraîner de nouveaux muscles dans ta bouche, ta langue et ta mâchoire à produire des sons qui n'existent tout simplement pas dans ta langue maternelle. Et au niveau neurologique, ça fait une différence de parler en langue? Énorme. La neurobiologie prouve que le fait de vocaliser une information active le cortex moteur, ce qui crée une empreinte mémorielle beaucoup plus profonde que la simple lecture silencieuse. Donc le corps tout entier devient un outil d'apprentissage. C'est fascinant. Enfin, la cinquième étape de cette méthodologie, c'est la prise de notes. Tenir un carnet. Mais attention, l'instruction n'est pas du tout de recréer les colonnes de vocabulaire mortes qu'on fuyait au début. Surtout pas. La règle stricte est de noter chaque mot nouveau exclusivement avec la phrase entière qui l'entoure dans l'histoire. Parce qu'un mot isolé est comme un poisson hors de l'eau, en fait. Il perd toute sa vitalité et son sens profond. Le contexte lui donne une fonction, une nuance, une émotion. Il est rattaché à Sophie. Exactement. Écrire la phrase complète permet au cerveau de stocker l'information dans un réseau de sens existant, plutôt que de créer un dossier isolé qu'il ne retrouvera de toute façon jamais. Ce plan d'action en 5 étapes, il converge vers un défi final que propose la méthode. Et c'est là qu'on demande vraiment à l'apprenant de sortir de sa zone de confort. Le fameux défi des 7 jours. Ouais, un défi sur 7 jours, écouter l'histoire de Sophie quotidiennement pendant une semaine. Mais le vrai test, l'étape ultime, c'est le 7e jour. L'enregistrement. Il faut s'enregistrer avec son propre téléphone portable en train de raconter l'histoire à voix haute, écouter sa propre voix et la comparer à l'original. Ça fait peur. La confrontation avec sa propre voix enregistrée est une épreuve psychologique redoutable, c'est vrai. On entend tous ses défauts, toutes ses hésitations, et ce décalage souvent douloureux entre ce qu'on croyait prononcer et ce qui sort réellement de notre bouche. C'est un choc de réalité. Mais c'est une boucle de rétroaction qui est fondamentale. Sans ce miroir sonore, il est tout bonnement impossible de corriger sa trajectoire et d'améliorer son accent. Le plus important dans ce défi, et le texte insiste lourdement là-dessus, c'est d'embrasser ses erreurs, de ne surtout pas en avoir honte, de comprendre que l'erreur n'est pas un bug du système d'apprentissage, c'est le système lui-même qui calibre ses paramètres. C'est magnifiquement dit. C'est le passage d'une mentalité fixe, terrifiée par le jugement, à une mentalité de croissance. On apprend trébuchant. Le cerveau apprend littéralement en mesurant l'écart entre sa prédiction d'un son et la réalité de sa production, puis en ajustant le tir à la tentative suivante. Si on fuit l'erreur, on coupe tout simplement le moteur de l'apprentissage. Alors qu'est-ce que tout cela signifie si on prend un peu de hauteur sur toute cette mécanique et sur la belle histoire de Sophie ? Le grand message de cette exploration, c'est que la souffrance académique n'est absolument pas un prérequis pour apprendre. Bien au contraire. Au contraire, oui, elle bloque le processus. La vraie compétence naît quand on remplace l'attention par l'immersion narrative, quand on laisse la dopamine faire le travail de mémorisation à notre place, et quand on accepte de faire des petits pas quotidiens. C'est la clé. Exactement, comme Sophie qui glisse son billet de 50 € dans une boîte tous les mois. Il ne faut pas attendre d'avoir 1 an de libre devant soi ou de trouver le professeur parfait. Il faut juste accepter de faire le premier pas, même s'il est minuscule. Et cette démarche démontre une vérité indéniable. Utiliser une histoire n'est pas un simple divertissement enfantin pour rendre une leçon un peu moins ennuyeuse. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'outil biologique le plus sophistiqué et le plus efficace dont l'humanité dispose pour organiser le chaos intellectuel, donner du sens à l'inconnu et assimiler des systèmes aussi complexes qu'une langue étrangère. On a enfin réussi à cuire notre gâteau. On a pris les ingrédients bruts de la grammaire et on les a passés au four de l'histoire. Et honnêtement, c'est infiniment meilleur. C'est sûr. Cela soulève d'ailleurs une question importante, une réflexion qui s'étend bien au-delà des règles de la conjugaison française. C'est un peu le vertige de cette méthode. Si notre cerveau est structurellement programmé pour absorber et retenir des informations hautement complexes, comme le vocabulaire d'une langue étrangère, simplement parce qu'on les lui a présentées sous la forme de l'aventure d'une jeune femme qui économise pour voyager, Oui, quelles autres immenses compétences dans nos vies pourraient être maîtrisées avec la même facilité ? Le potentiel est presque sans limite quand on y réfléchit. Tous ces sujets qui nous paraissent aujourd'hui si arides, impénétrables, ou même hostiles,
je sais pas, de la finance personnelle au codage informatique, en passant par l'histoire géopolitique, deviendrait-il instantanément accessible si nous prenions seulement le temps d'arrêter de mâcher de la farine crue pour enfin les transformer en histoires captivantes? C'est une perspective qui donne furieusement envie de réinventer absolument tout ce que l'on essaie d'apprendre au quotidien. Quand on y pense, et c'est un truc qui me frappe souvent, l'apprentissage traditionnel, particulièrement celui des langues, ça ressemble souvent à une expérience culinaire assez étrange. Ah bon? Comment ça, une expérience culinaire? Imagine, c'est comme si, pour apprécier un magnifique gâteau au chocolat, on forçait d'abord la personne à manger une grande cuillère de farine bien sèche, Ah ouais, l'enfer. C'est étouffant. carrément. Et ensuite, hop, on l'obligerait à avaler un œuf cru, puis à croquer direct dans un morceau de beurre nature, et enfin à ingurgiter une grosse poignée de sucre en poudre. Rien que de l'entendre, ça coupe l'appétit en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est aride, ça donne pas envie. Pourtant, c'est pile ce que font les méthodes classiques. Elles balancent tous les ingrédients séparément, tu sais, sous forme de listes de vocabulaire interminables, de leçons de grammaire hyper monotones. Avec l'espoir un peu naïf que la magie opère toute seule dans l'estomac. Exactement. Et c'est précisément pour ça que dans notre analyse approfondie d'aujourd'hui, on va faire exactement l'inverse. On va enfin déguster le gâteau. C'est l'idée. On plonge dans un document vraiment fascinant qui s'intitule « The Journey of Sophie, French Comprehension and Inspiration ». En fait, c'est un texte conçu à la base pour des apprenants de niveau A2 en français. D'accord. Mais ce qui est fou, c'est qu'il rejette complètement cette mémorisation mécanique dont on vient de parler. À la place, il utilise un des outils les plus vieux et les plus puissants de l'humanité, la narration. Et c'est très efficace. Grave. La mission de notre exploration du jour, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre les mécanismes super précis qui rendent une histoire si redoutablement efficace pour le cerveau. Tout en extrayant des leçons-vie très concrètes de ce récit. Bon, décortiquons ça. Pourquoi est-ce que le simple fait d'entendre une histoire, ça réussit là où des dizaines d'heures de mémorisation acharnée échouent lamentablement? Ce qui est fascinant ici, c'est le changement neurologique fondamental qui s'opère. Le document source met vraiment en lumière une réalité biologique qu'on ignore souvent. C'est-à-dire? Lorsqu'un individu écoute une histoire, son cerveau quitte ce qu'on pourrait appeler le mode apprentissage. Il bascule instantanément dans un mode de découverte. Ah, la différence est subtile mais importante. Elle est énorme en fait. Face à une liste de mots isolés, le cerveau se trouve en état de stress cognitif. Il perçoit une tâche arbitraire, une contrainte. Ouais, il doit littéralement forcer pour retenir des données qui n'ont aucun lien logique entre elles. C'est ça. Et là, l'amygdale, qui gère nos émotions, elle signale que c'est une corvée. Une menace presque. Une alarme qui sonne en boucle. Voilà, alors que face à un récit, toute cette dynamique s'inverse complètement. L'information, c'est plus une menace, ça devient un véhicule de sens. En gros, la barrière de la résistance consciente tombe d'un coup. Exactement. On se dit plus mentalement genre « je dois retenir ce verbe irrégulier coûte que coûte Non, on se demande plutôt qu'est-ce qui va arriver à ce personnage dans la prochaine scène. ». C'est génial de tromper le cerveau comme ça. Et ce passage de la contrainte à la curiosité, ça déclenche une véritable tempête neurochimique. Et au centre de tout ça, il y a la dopamine. La fameuse hormone du plaisir. Ouais, la source la mentionne comme ça. Mais son rôle dans l'apprentissage, ça va bien au-delà de la simple satisfaction de manger un bout de chocolat. C'est le fixateur chimique de notre mémoire. Ah, carrément, le fixateur. La mécanique est redoutable. Quand une histoire suscite de l'émotion, que ce soit du suspense, de la tristesse, de la joie, le cerveau libère cette dopamine. Et cette substance, elle agit comme un surligneur fluorescent pour nos neurones. Donc, si on entend un nouveau mot de vocabulaire, pile au moment où il y a une émotion forte. Le cerveau marque cette info comme étant cruciale pour la survie ou le bien-être. Le mot s'ancre dans la mémoire à long terme, sans aucun effort conscient. C'est fou. Le cerveau associe la langue à un moment de connexion humaine, au lieu d'une souffrance académique. Exactement. Franchement, c'est une perspective qui doit offrir un soulagement immense. Ah c'est sûr. Pour quiconque nous écoute en ce moment, qui rentre peut-être d'une longue journée de travail, qui se sent complètement submergé par la charge mentale et la surcharge d'informations, l'idée même de devoir forcer son cerveau pour apprendre un truc nouveau, c'est épuisant. C'est décourageant avant même de commencer. Ouais. Donc savoir que le secret de la rétention d'infos, ça réside peut-être dans l'abandon de cette lutte, en se laissant juste porter par une histoire, ça change tout. On remplace la punition par notre nature la plus profonde. Et c'est vraiment notre nature. Les humains se racontent des histoires autour du feu depuis des dizaines de milliers d'années.
C'était pour transmettre des infos vitales à la tribu. Genre, attention, cette baie est toxique. Exactement. Savoir comment chasser un animal, on l'enseignait pas avec des tableaux noirs. C'était encapsulé dans des mythes et des légendes. C'est littéralement gravé dans notre architecture neuronale. C'est ça. Donc, essayer d'apprendre une langue sans utiliser d'histoire, c'est un peu comme essayer de faire avancer une voiture en la poussant de l'extérieur, alors qu'on pourrait juste s'installer au volant et mettre le contact. Super analogie. Mais du coup, si le cerveau a un besoin si vital d'émotion pour libérer cette fameuse dopamine, quel genre de récit arrive réellement à faire ça? Bonne question. Parce que si l'histoire est fade ou super artificielle, toute cette belle mécanique scientifique s'effondre. Elle tombe à l'eau, ouais. Et c'est là que notre document déploie son personnage central, Sophie. Ah, Sophie. Le point de départ que l'auteur a choisi est d'une banalité frappante. C'est presque délibérément ordinaire. Sophie, elle a 25 ans, elle vit dans une petite ville de province en France. Une vie très classique, quoi. Voilà. Elle a un job de bureau classique, du lundi au vendredi. Et financièrement, le texte explique qu'elle est sur la corde raide en permanence. Ouais, la fin du mois est difficile. Son salaire couvre tout juste son loyer, ses courses, ses factures. Elle rentre le soir, elle est mentalement épuisée. Mais au milieu de cette grisaille, elle a un rêve immense. Un rêve qui semble presque impossible. Totalement déconnectée de sa réalité quotidienne. Elle veut voyager autour du monde, rencontrer des cultures lointaines, apprendre des langues. Et le texte construit là un terreau narratif parfait. Ça joue sur une identification immédiate. C'est clair, c'est le conflit de l'existence moderne en fait. Absolument. Cette tension entre nos limites matérielles et nos aspirations infinies, c'est ça qui donne sa force à l'histoire. Ce qui capte l'attention de celui qui écoute, c'est pas la taille du rêve. C'est la réaction de Sophie face au gouffre géant qui la sépare de ce rêve. Elle refuse de se résigner. Elle fait face à une impossibilité mathématique, selon beaucoup. Mais la source décrit ce moment précis où elle prend une décision ferme. Elle commence immédiatement, avec les moyens du bord, sans même savoir quand elle atteindra son objectif. Et là, franchement, j'ai envie d'intervenir et de faire un peu l'avocat du diable. Vas-y, je t'écoute. Parce que l'action concrète qu'elle décide de faire, c'est de commencer à économiser. Très bien. Mais le montant mentionné dans le document source, c'est 50 € par mois. Oui, 50 €. 50 €. Enfin, je veux dire, à ce rythme-là, dans 10 ans, on a tout juste de quoi se payer un café et un sandwich médiocre à l'aéroport. C'est sûr que, vu comme ça, N'importe quel observateur rationnel se dirait « à quoi bon commencer ?» L'effort est tellement ridicule par rapport à la montagne à gravir, comment une somme aussi dérisoire peut-elle être le moteur d'un projet pareil? eh bien, ce scepticisme face aux micro-actions, c'est vraiment le piège universel. C'est ce qui paralyse les gens. Pour contrer cette objection mathématique, le document introduit un vieux proverbe français. C'est la colonne vertébrale du texte, en fait. Le fameux « petit à petit, l'oiseau fait son nid » Exactement. Et c'est pas juste une jolie phrase mignonne pour apprendre le vocabulaire des animaux. La mécanique à l'œuvre ici, elle n'est pas financière. Elle est identitaire. identitaire. Comment ça? 50 € isolés, ça représente rien. Mais l'acte rigoureux de mettre de côté ces 50 € chaque fin de mois, sans aucune exception, ça opère une transformation psychologique profonde. Ah, je vois. C'est la régularité qui compte. Le texte précise bien qu'elle se prive pas des choses vitales. Elle sacrifie le superflu. Les petits dîners au resto chaque semaine, les vêtements neufs achetés sur un coup de tête. En fait, elle s'entraîne à différer la gratification immédiate. Elles construisent une discipline de fer. Exactement. L'histoire met ça en scène. Sophie cesse d'être une employée passive, qui subit son budget. Elle devient l'architecte de son avenir. Elle n'attend pas de gagner au loto. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le message martelé en filigrane par la source, c'est que pour accomplir un grand projet, il faut surtout pas attendre d'avoir toutes les ressources le premier jour. Surtout pas. La seule condition, c'est de faire ce fameux premier pas. L'attente perpétuelle du moment parfait quand on aura assez d'argent, de temps ou de talent, c'est le vrai cimetière des ambitions. C'est joliment dit, le cimetière des ambitions. Et c'est tellement vrai. Les grands rêves ne demandent pas des actions colossales tout de suite. Ils demandent juste une tolérance aux petites actions constantes, même si elles ont l'air invisibles. Et la narration, ensuite, elle montre comment cette invisibilité finit par payer. Les mois passent, les années s'accumulent, la discipline s'est ancrée en elle. Et soudain, cette petite somme dérisoire se transforme en un vrai capital. Assez pour acheter un billet d'avion unique, pour une aventure de 2 semaines. La première destination. Ouais, et c'est décrit avec un grand pragmatisme. C'est pensé pour le réalisme de l'histoire, mais aussi pour cibler du vocabulaire. Elle choisit le Maroc. Les critères sont très clairs dans le texte. Ouais, le pays est proche de la France.
La culture offre une différence radicale pour un vrai dépaysement, et surtout, le mot-clé de vocabulaire, c'est que c'est abordable. Un mot très important à retenir, oui. Et ce billet, c'est la matérialisation de ces années de sacrifices invisibles. Mais l'auteur tombe pas dans le cliché romantique, hein. Le passage à l'aéroport est super intense psychologiquement. C'est très brut, oui. Elle saute pas de joie bêtement. Le texte évoque un vrai tumulte émotionnel. L'excitation est là, bien sûr, mais elle est submergée par une peur viscérale. L'inconnu absolu. C'est ça. Cette dualité entre peur et excitation, c'est la définition même de la sortie de la zone de confort. L'atterrissage au Maroc, c'est un choc sismique pour elle. Ses repères de petite ville s'effacent complètement. L'architecture, la densité des rues, les odeurs. Tout est différent. Et surtout, l'obstacle majeur dont on doit parler, la barrière linguistique, elle parle pas un seul mot d'arabe. Beaucoup de gens resteraient cloîtrés dans leur chambre d'hôtel avec le room service. Oui, la paralysie totale. Mais le récit explique comment elle contourne ça. Elle revient à la base de la communication humaine, le langage non verbal. Des grands sourires, des gestes ouverts. Et l'utilisation en boucle des seuls mots universels de courtoisie qu'elle maîtrise. Bonjour et merci. Et la réaction des gens dans l'histoire, c'est presque un miracle pour elle. Elle s'attendait à du rejet ou de l'hostilité, et à la place, elle trouve une réalité super chaleureuse. Le texte insiste vraiment sur le mot accueillant. Ouais. Elle croise des gens bienveillants qui prennent le temps de l'aider malgré le mur de la langue. Du coup, toute son angoisse de l'aéroport disparaît d'un coup. L'action a pulvérisé l'appréhension. Et si on relie cela à la vue d'ensemble de l'apprentissage, c'est là qu'on voit l'effet boule de neige généré par les micro-actions du début. Complètement. Survivre et kiffer ces 2 semaines au Maroc, ça fait pas d'elle une experte mondiale du jour au lendemain. Mais ça modifie radicalement l'image qu'elle a d'elle-même. Elle capte que la peur, c'est pas un mur de briques. C'est juste un brouillard qu'on peut traverser. Belle métaphore. Et le document fait ensuite un bond dans le temps. Une ellipse de 5 ans. Pour révéler l'ampleur de la transformation. Et le bilan est fou. 15 pays explorés. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal. Elle parle 3 langues, le français, l'anglais et les bases de l'espagnol. Elle a même créé un blog de voyage. L'employé de bureau terrifié n'existe plus du tout. C'est devenu une citoyenne du monde super confiante. C'est une belle démonstration de l'accumulation. La démonstration est totale. Mais aussi captivante que soit cette histoire, il ne faut pas oublier la vraie fonction de ce document. C'est pas un roman qu'on achète à la gare. Non, pas du tout. C'est un outil pédagogique hyper pointu, fait pour craquer le code de la compréhension orale. L'auteur donne un vrai mode d'emploi pour extraire le vocabulaire de cette histoire. Un plan d'action très précis. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Comment la personne qui nous écoute peut appliquer cette méthode dans le chaos de son quotidien pour avoir de vrais résultats? Le texte détaille des consignes basées sur la neuroplasticité. La toute première règle, et elle est non négociable, c'est que la régularité écrase la quantité. C'est-à-dire? Le document dit noir sur blanc que c'est infiniment plus productif d'écouter du français pendant 10 petites minutes chaque jour, plutôt que de se faire une session massive de 2 heures le dimanche. Ah ouais. Et pourtant, ça heurte l'intuition de plein de gens, ça. La culture de l'effort, ça nous a habitués à croire qu'il faut s'enfermer dans une bibliothèque jusqu'à l'épuisement. Oui, on a valorisé la douleur de l'apprentissage. Comment c'est possible que 10 malheureuses minutes par jour soient biologiquement plus fortes que 2 heures de travail acharné? En fait, tout se joue dans la manière dont le cerveau gère son énergie. Le cerveau, c'est une machine d'optimisation impitoyable. Il fait de l'élagage synaptique. Il détruit les connexions qui ne servent pas. Ah, carrément, il les détruit. Oui. Si tu t'immerges dans une langue 2 heures d'affilée, une seule fois par semaine, le cerveau perçoit ça comme une urgence temporaire. Il stocke dans la mémoire à court terme. Et les jours suivants, vu qu'il n'y a plus de sollicitation... Il efface tout pour économiser de la batterie. Exactement. Par contre, une petite exposition de 10 minutes, mais répétée obstinément tous les jours, le signal est radicalement différent. Le cerveau se dit que l'environnement a changé. Voilà, il se dit « Ok, ces sons reviennent tous les jours, je dois physiquement construire de nouvelles routes neuronales pour m'adapter à ce nouveau monde. » Et c'est pendant le sommeil que ces routes sont cimentées. 10 minutes par jour, c'est forcer la biologie par la récurrence. C'est ça. Et cette approche, qui enlève vachement de culpabilité, ça nous amène à la deuxième grande règle, l'art du lâcher-prise. Très difficile pour les adultes, ça. Oui, oui. Le texte prévient qu'il est tout à fait normal de ne pas comprendre chaque mot lors de l'écoute. La consigne, c'est d'arrêter d'être obsédé par la traduction littérale mot-mot et de se concentrer sur le sens global de la scène. C'est une belle approche. Moi, ça me fait penser à un tableau impressionniste.
Si tu colles ton nez sur la toile pour analyser chaque coup de pinceau, tu vois juste une bouillie de taches floues. C'est illisible. Mais si tu acceptes de reculer de 3 pas, d'embrasser le flou temporaire, la lumière, les formes, l'histoire du tableau apparaissent enfin. La métaphore du tableau est parfaite. Et pour structurer ce recul, justement, le document propose une technique hyper concrète, la règle des 3 écoutes. L'idée, c'est de diviser la charge cognitive. Vas-y, explique-nous ça. La première écoute, c'est du pur plaisir. On suit l'aventure de Sophie, on se laisse porter par l'émotion sans s'arrêter sur ce qu'on comprend pas. On kiffe l'histoire, quoi. C'est ça. Ensuite, la deuxième écoute devient plus stratégique. Le cerveau connaît déjà la fin, donc il a de l'espace mental disponible. Il peut commencer à repérer les petits mots nouveaux, les anomalies. D'accord. Et la troisième? La troisième, c'est l'analyse mécanique. On se concentre sur la musicalité du narrateur, le rythme, les liaisons entre les mots, la prononciation pure. Super structuré. Et le travail s'arrête pas juste à l'écoute. La 4e étape du texte, c'est de noter et de verbaliser pour ancrer ça dans le monde physique. Avec un carnet, oui. Mais attention, Oui, le but, c'est surtout pas de refaire ces listes de vocabulaire mortes qu'on a critiquées au début. Le principe, c'est de capturer les mots dans leur habitat naturel, dans des phrases entières. des expressions idiomatiques, par exemple. Le texte donne des exemples précis, comme « avoir assez de » pour la suffisance, ou « prendre une décision ». Et la clé absolue, c'est de les répéter à voix haute. Il faut forcer les muscles de la mâchoire et de la langue à faire de la gymnastique. Ouais, pour s'habituer au son inédit. Ce qui nous amène tout droit vers l'épreuve finale du texte, le défi des 7 jours. Ah, ça c'est redoutable. Sur le papier, c'est simple, écouter la même histoire, une fois par jour, pendant 7 jours de suite. Grâce à cette fameuse neuroplasticité, le brouillard est censé se lever tout seul au fil de la semaine. Un détail qu'on ignorait le lundi devient hyper clair le dimanche. C'est la magie de la répétition. Mais le 7e jour, l'exercice bascule. L'apprenant doit prendre son téléphone, s'enregistrer en train de raconter l'histoire de Sophie, de vive voix, puis s'écouter pour comparer avec l'original. C'est le test ultime. Mais c'est d'une violence psychologique inouïe, non? Enfin, je veux dire, entendre sa propre voix, c'est déjà désagréable pour presque tout le monde. Mais l'entendre bégayer dans une langue étrangère, c'est s'exposer à une critique interne super féroce. Pourquoi imposer cette torture? Parce que ça crée une dissonance cognitive nécessaire. Dans notre tête, l'illusion de fluidité est toujours parfaite. Ouais, on s'imagine qu'on a un accent incroyable. C'est ça. Et l'enregistrement détruit cette illusion direct. Ça expose la réalité brute de notre niveau. Bien sûr que c'est hyper inconfortable. C'est dur pour l'ego. Mais le texte donne une conclusion majeure là-dessus. Cet inconfort, c'est pas un échec. C'est la sensation physique de l'apprentissage en train de se faire. C'est la douleur du muscle qui grandit. Exactement. Accepter de massacrer un mot au début, de tolérer son propre accent maladroit, c'est le péage obligatoire sur l'autoroute de la fluidité. L'erreur, c'est juste l'outil que le cerveau utilise pour se calibrer. C'est le miroir parfait de la terreur de Sophie à l'aéroport, en fait. Fuir le malaise de l'enregistrement, c'est refuser d'embarquer dans l'avion. C'est une symétrie géniale entre le fond de l'histoire et la forme de la méthode. Vraiment. On force la personne qui écoute à franchir la frontière de sa zone de confort, exactement comme le personnage. Franchement, pour récapituler l'essence de cette exploration, on a bien vu que s'immerger émotionnellement dans une histoire par petites touches régulières, ça modifie physiquement le cerveau. Ça permet d'assimiler sans douleur. Mais surtout, et c'est le message fort de cette analyse, c'est la puissance écrasante de l'accumulation silencieuse. C'est les intérêts composés de la vie. C'est exactement le même mécanisme. Mettre 50 € de côté chaque mois ou récuter du français 10 minutes par jour. Les petites actions quotidiennes, répétées avec une obstination fanatique, finissent par créer une richesse monumentale, qu'elle soit financière ou intellectuelle. On arrête enfin de manger la farine sèche à la cuillère et on prend le temps de cuire un gâteau exceptionnel. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça amène une réflexion finale que je trouve passionnante. On vient de voir qu'on est biologiquement programmé pour maîtriser des trucs complexes comme une langue, juste en utilisant la curiosité d'une histoire et 10 minutes par jour. Oui, la science le prouve. Alors la vraie question c'est, quelles autres compétences hyper ardues, dans notre travail ou nos vies perso, est-ce qu'on s'obstine à apprendre à la dure, par la force pure, la contrainte, l'épuisement? Là où on stagne dans la frustration en ce moment même. Voilà. En abandonnant cette lutte frontale bête et méchante, on pourrait peut-être transformer ces énormes montagnes en de simples petites histoires quotidiennes de 10 minutes, tu vois? Ça remet totalement en perspective la façon dont on aborde chaque obstacle. Transformer le mur de briques en une simple marche d'escalier. Un immense merci à quiconque a suivi cette analyse en profondeur avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. On espère que l'histoire de ce simple billet pour le Maroc inspirera les gens à identifier leurs propres grands projets. Et surtout, à oser poser ce fameux premier micro-acte dès aujourd'hui, même s'il a l'air dérisoire. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Voici l'essentiel sur la maîtrise du conditionnel présent pour parler un français naturel et poli. Franchement, loin d'être une simple complication grammaticale, ce temps-là, c'est l'outil indispensable pour transformer un discours un peu sec en une communication super douce et nuancée. Premièrement, parlons de la mécanique. Et vous allez voir, c'est du pur recyclage grammatical. En fait, vous prenez le radical d'un verbe au futur, vous y collez les terminaisons de l'imparfait, vous savez, moi, s, moi, être, ion, yé et et, et boum, vous obtenez la politesse incarnée. Faut juste bien mémoriser les irréguliers clés, genre vouloir pour dire je voudrais ou pouvoir pour je pourrais. Deuxièmement, une fois que vous l'avez en tête, c'est le vrai couteau suisse de la conversation. Ça sert à faire une demande au resto avec un « je voudrais » au lieu d'un « je veux » un peu trop direct, à donner un conseil sympa avec « tu devrais » ou même à exprimer un rêve. Au fond, pourquoi risquer de sonner comme un dictateur exigeant quand ce simple petit temps de verbe vous transforme direct en parfait diplomate? Finalement, faites super attention au piège mortel du « si ». Retenez bien cette fameuse règle d'or. Les « si » n'aiment pas les « ré ». Si vous commencez une phrase par « si », vous devez toujours utiliser l'imparfait, du genre « si j'avais le temps » et absolument jamais « si j'aurais ». Mettre un conditionnel en « ré » juste après un « si », c'est littéralement comme mélanger de l'huile et de l'eau. Ça refuse catégoriquement de cohabiter dans la même proposition. Au final, adopter le conditionnel n'est pas qu'une question de règles, c'est vraiment la clé absolue pour débloquer de meilleures relations humaines en français. Imaginons la scène. On est à Paris. Ah, le grand classique. Voilà. On s'assoit à la terrasse d'un petit café, le soleil brille, tout est parfait. Le serveur s'approche, calepin en main. Et là, avec la meilleure intention du monde, on lance un très clair « Je veux un café ». Aïe, le fameux « je veux ». Exactement. Le serveur se fige, juste une fraction de seconde. Ses yeux se lèvent très légèrement au ciel. Il lâche un petit soupir, tourne les talons et s'en va. Et le malaise s'installe. C'est ça. Et on reste là, assis, avec cette pensée qui traverse l'esprit de millions de touristes. On se dit « Ah, la légende est vraie, les serveurs parisiens sont vraiment insupportables. C'est un stéréotype tellement puissant, hein. » Mais et si, en réalité, ce serveur n'était pas du tout mal poli? Ouais, c'est la vraie question. Et si toute cette friction sociale, ce malaise palpable, ne tenait qu'à une seule chose? L'oubli d'un petit temps verbal et d'une minuscule lettre muette à la fin d'un mot. C'est un point de départ fantastique. Parce que bien souvent, ce qu'on perçoit comme un choc culturel ou une froideur, en fait, c'est qu'un simple décalage linguistique. Totalement. On pense avoir communiqué une information factuelle, genre « j'ai soif, donne-moi un café », alors qu'en réalité, on vient de violer un code social super subtil. Et c'est exactement ce qui rend notre source d'aujourd'hui si captivante. Pour cette nouvelle plongée au cœur de la langue, on a sous les yeux des extraits d'une leçon qui s'intitule « Conditionnel présent, parler poliment et naturellement en français ». Tout un programme. C'est clair. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de retourner sur les bancs de l'école. On va pas réciter des tableaux de conjugaison ennuyeux, promis. Heureusement, sinon on va endormir tout le monde. Grave. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment un outil grammatical, qui est d'ailleurs classé officiellement au niveau B1, agit en fait comme un véritable passe-partout social. C'est la clé de voûte des interactions, en fait. Bon, décortiquons ça. Parce qu'en lisant ce document, on se rend vite compte que la grammaire, c'est pas juste de la mathématique pure, c'est de l'ingénierie relationnelle. C'est une très belle façon de le dire. Et c'est le cœur même de cette leçon. Ouais. Pour quiconque a déjà transpiré pour maîtriser le présent, le passé composé et le futur simple, parce que c'est déjà du boulot, il y a une question légitime qui se pose. Laquelle? Pourquoi s'infliger une difficulté supplémentaire? Bah oui, c'est vrai. Si le but d'une langue, c'est juste de transmettre un message, en théorie, le présent suffit amplement. Dire « je veux ça » ou « fais ceci », c'est clair, c'est hyper efficace. C'est l'efficacité brute. Exactement. Mais la source est catégorique sur ce point. Cette prétendue complexité grammaticale, c'est en fait un bouclier indispensable. Sans le conditionnel, le français parlé sonne brutal. Brutal, carrément. Ouais, il a l'air exigeant. Il manque cruellement de cette fameuse sophistication dont la communication quotidienne a besoin pour fonctionner sans accroc, quoi. Mais justement, je veux me faire l'avocat du diable une seconde, tu veux bien? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est pas terriblement inefficace tout ça? Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à adoucir, à contourner les choses? Reprenons l'exemple du restaurant, ou même d'une boutique. D'accord. Je suis le client,
Je paye pour un service, l'employé est là pour me le fournir. C'est transactionnel. Pourquoi utiliser le présent agirait comme le texte dit un outil contondant? C'est vrai que la métaphore est forte. Pourquoi le texte nous dit que dire «je veux», ça donne l'impression d'être un enfant capricieux qui pointe du doigt? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la psychologie qui se cache derrière les mots. Le présent de l'indicatif, ça exprime un fait absolu. Une certitude. Voilà. Quand on dit « je veux », on impose sa volonté à l'autre de manière complètement frontale. On crée ce qu'on appelle en sociolinguistique une menace pour la face de l'interlocuteur. Oh, une menace pour la face. C'est super intéressant comme concept. C'est ça. On lui laisse aucune marge de manœuvre. En gros, on le coince. Et le conditionnel, du coup? Le conditionnel, lui, il agit comme un amortisseur. Il crée une distance, une sorte d'espace de respiration entre le désir qu'on a et l'obligation d'y répondre pour l'autre. C'est un peu c'est comme enfiler un gant de velours avant d'attraper quelque chose d'épineux, non? On montre qu'on a conscience de la présence de l'autre. Exactement. C'est une super image. L'utilisation de ce temps, ça montre qu'on respecte l'autonomie de la personne en face de soi. On ne la traite pas comme un robot. Voilà. On s'impose pas, on suggère, on n'exige pas, on exprime une préférence. Et dans les cultures francophones, cette marque de considération, elle est primordiale. C'est le lubrifiant qui empêche les rouages de la société de grincer. D'accord. L'argument social est complètement indéniable. On a compris l'intérêt. Mais si ce fameux conditionnel est l'amortisseur absolu, la clé pour froisser personne? Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Oui, mais comment est-ce qu'on le fabrique sans avoir à réapprendre une langue entière? Parce que c'est souvent la panique pour les apprenants. Ah, ça, la grammaire, ça fait peur. Et c'est là que j'ai trouvé l'explication de la source particulièrement élégante. Franchement, je m'attendais à une liste interminable de terminaisons barbares à apprendre par cœur. Le classique traumatisme scolaire. Exactement. Mais en fait, l'ingénierie derrière ce temps, c'est du pur génie de recyclage. C'est une construction d'une logique implacable, t'as raison. La leçon démontre que, pour la vaste majorité des verbes, en fait, on n'invente rien de nouveau. Rien du tout. Non, on prend des éléments qui existent déjà dans la langue, et on les assemble comme des Legos. La formule magique est hyper simple. On prend le radical du futur simple, D'accord, le futur. et on y colle les terminaisons de l'imparfait. Ce que je trouve juste incroyable d'un point de vue conceptuel. Réfléchis-y. On prend le futur, donc le temps des possibilités infinies de ce qu'il n'existe pas encore. Ouais. Et on lui attache l'imparfait. Le temps de la nostalgie, du décor, de ce qui est suspendu dans le passé. C'est vrai, deux extrêmes. Et en fusionnant ces deux concepts temporels totalement opposés, on crée quoi? On crée la politesse du présent. Je trouve ça presque poétique. C'est une très belle façon de le voir. Et mécaniquement parlant, c'est un soulagement immense pour l'apprenant. Complètement. La source explique que pour les verbes réguliers, ceux en ER ou en IR, ce fameux radical du futur, c'est tout bêtement l'infinitif du verbe. On change absolument rien. On prend le mot brut. Voilà, on prend parler, on le garde intact et on ajoute le son de l'imparfait, ce qui donne les fameuses terminaisons que tout le monde connaît, s, ion, yé, est. Donc je parlerai, il parlerait. C'est hyper fluide. C'est super fluide. Mais attends, et pour la petite minorité de verbes qui se terminent en RE, genre prendre ou vendre, le texte mentionne une manipulation microscopique. Oui, c'est vraiment un détail. On ampute simplement le E final, parce qu'on ne peut pas avoir deux voyelles qui s'entrechoquent comme ça. Ah oui, logique. Donc pour prendre, on retire le E pour obtenir la base prendre, P-R-E-N-D-R-R. Et on ajoute les mêmes terminaisons. Je prendrai. Avec un S. Toujours. Avec ce simple mécano grammatical, le document estime qu'on peut conjuguer à peu près 80% de la langue française au conditionnel. Eh bien voilà, le moment où je deviens un peu sceptique. Ah, pourquoi? 80%, c'est génial. Mais dans les langues, comme dans la vie d'ailleurs, ce sont toujours les 20% restants qui causent 100% des problèmes. Ah, ça c'est la règle d'or de l'apprentissage des langues. Et bingo, la source dresse une liste noire, ou plutôt une liste VIP, de 7 exceptions, incontournables. Les fameux verbes irréguliers. Des verbes totalement irréguliers. Et ce qui me frappe, c'est que ce sont les verbes les plus cruciaux de la vie quotidienne. Absolument. La leçon exige de connaître ces 7 radicaux par cœur, parce qu'ils défient complètement la règle de l'infinitif dont on vient de parler. On y trouve les piliers absolus de l'existence, quoi. Être se métamorphose en ser pour donner je serai. Ah, c'est ça. Avoir devient or pour j'aurai. Aller se réduit à juste ir pour faire j'irai. Et faire se transforme en faire pour je ferai. Et là, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce point. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que les verbes dont on a besoin absolument tous les jours, pour survivre, pour manger, se déplacer, pourquoi est-ce que ce sont toujours eux qui héritent des règles les plus tordues? C'est vrai que c'est un peu cruel. Surtout les 3 derniers de cette liste, des 7.
que la source couronne vraiment comme les rois absolus de la politesse, à savoir pouvoir, vouloir et devoir. C'est une excellente question. Et si on relie ça à une perspective plus large, l'histoire des langues nous donne la réponse. Ah oui, En fait, plus un mot est utilisé, plus il subit l'érosion du temps. C'est comme un galet dans une rivière. Il s'use, il se déforme dans la bouche des locuteurs à travers les siècles, à force d'être répété. donc c'est pas juste pour torturer l'apprenant. Pas du tout. C'est au contraire la preuve de leur utilité extrême. Ces trois verbes de modalité, pouvoir qui devient pour R avec deux R, Vouloir qui devient voudrait, et devoir qui devient devrait, ils portent à eux seuls tout l'édifice des relations sociales francophones. c'est fascinant quand on y pense. C'est le fameux passage de « je peux avoir l'addition » à « est-ce que je pourrais avoir l'addition ?» Une seule syllabe qui change, mais le monde entier de l'interaction bascule. C'est exactement ça. Le document est très pragmatique là-dessus. Il dit oui, il existe d'autres verbes irréguliers comme savoir ou voir. Bien sûr. Mais si on maîtrise au moins ces 7-là, on a les clés de la ville. On peut naviguer dans quasiment n'importe quelle situation sociale sans jamais paraître agressif. Très bien. Donc, on a démonté le moteur, on a vu les pièces recyclées et on a identifié les exceptions. La théorie est en place. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la source nous plonge dans des situations concrètes. C'est bien beau d'avoir cet amortisseur social dans sa poche, mais comment on s'en sert sur la route? En conditions réelles. La leçon met en lumière 3 usages principaux. Et le premier, on l'a un peu effleuré, c'est la fameuse politesse pour les demandes. Le classique. Mais le texte donne des exemples qui vont bien plus loin qu'un simple « s'il vous plaît » ajouté à la fin d'une phrase. Oui, l'exemple de la boutique de vêtements est hyper frappant. Entrer et dire au vendeur « je cherche une chemise », c'est perçu comme une déclaration d'intention un peu froide. Très centré sur soi. Voilà, c'est moi et mon besoin. Mais dire « je voudrais voir des chemises », c'est complètement différent. C'est inclure le vendeur dans un processus. On sollicite son aide avec douceur. Et l'exemple du restaurant m'a beaucoup fait sourire, je dois avouer. Ah oui, avec le dessert. Oui, La leçon suggère que pour commander un dessert, au lieu de dire « je veux la tarte aux pommes », on pourrait dire « je verrais bien une tarte aux pommes ». je verrai bien. C'est génial. Je trouve cette formulation fascinante. Ce n'est plus du tout une commande, c'est presque comme si on visualisait mentalement la tarte arriver sur la table. Une petite projection mentale, c'est ça. Et qu'on partageait cette hallucination gourmande avec le serveur pour voir s'il est d'accord pour la rendre réelle. C'est une excellente analyse. En disant « je verrai bien », en fait, on transforme un acte de consommation, tout ce qu'il y a de plus banal, en une espèce de co-construction. On gomme toute hiérarchie entre le client et le serveur. Exactement. Et cette même logique de gommage de la hiérarchie s'applique au deuxième grand usage détaillé par notre source, à savoir le conseil et la recommandation. Ah, alors ça, c'est un terrain miné. Donc oui. Donner des conseils sans passer pour quelqu'un de donneur de leçons ou de moralisateur, c'est un art. Précisément. La source met en opposition 2 phrases très simples. Dire à quelqu'un « tu dois arrêter de fumer ». Bam! C'est utiliser une modalité d'obligation dure. Le texte qualifie même cela d'injonction parentale. C'est très infantilisant. Ça braque instantanément l'interlocuteur parce qu'on attaque directement son libre arbitre. Alors que si on glisse vers le conditionnel « tu devrais arrêter de fumer », magie. La friction disparaît. C'est fou la différence. On retrouve cette dynamique dans un autre exemple de l'Alcyon, des amis qui planifient un voyage en Italie. L'un dit à l'autre « tu devrais économiser un peu chaque mois ». Ouais, un bon conseil d'amis. Voilà. Mais si on enlevait le conditionnel pour dire « tu dois économiser », bah ça sonnerait direct comme un banquier qui fait la leçon. Personne n'a envie de partir en vacances avec son banquier. C'est clair? Avec le conditionnel, ça redevient une suggestion amicale, une réflexion partagée. Mais j'ai une question là-dessus. Vas-y. Est-ce que cette douceur extrême, cette manière de toujours arrondir les angles, c'est pas un peu hypocrite parfois, disons, dans un milieu professionnel très tendu? Ne vaut-il pas mieux être direct et efficace? C'est une critique qu'on entend très souvent, surtout de la part de locuteurs venant de cultures plus directes, comme les anglo-saxons ou les germanophones. C'est perçu comme un manque de franchise. Oui, mais la source suggère implicitement que l'efficacité ne réside pas toujours dans la brutalité du message. Le conditionnel réduit la posture défensive de celui qui écoute. Donc ça passe mieux. En d'autres termes, si on dit à un collègue « tu devrais revoir ce dossier », il a l'espace mental pour l'accepter de lui-même, plutôt que de se braquer contre l'ordre de le refaire. L'illusion du choix le rend plus coopératif. L'illusion du choix, c'est un levier social puissant. Très puissant. Et cela nous amène d'ailleurs naturellement au troisième visage de ce temps verbal, celui qui quitte un peu la politesse du quotidien pour entrer dans le domaine de l'imaginaire. Le souhait, le rêve, l'hypothèse.
Oui, c'est là que le conditionnel déploie vraiment toute son envergure. Le texte insiste sur la capacité de ce temps à exprimer ce qui n'est pas, mais ce qui pourrait être. Comme des phrases du type « J'aimerais tellement voyager plus souvent ». Ou ce serait génial de vivre à l'étranger. Et surtout, la leçon s'attarde sur une combinaison grammaticale très spécifique, qui agit, selon eux, comme un déclencheur de conversation intime. Ah, je vois de quoi tu parles. Le fameux combo « si » plus imparfait, suivi du conditionnel. Le Graal. Si j'avais le temps, je lirais plus. L'auteur souligne que maîtriser cette structure, ce n'est pas juste réussir un bête test de niveau B1. Non, c'est bien plus profond. C'est déverrouiller l'accès aux conversations de fin de soirée. Tu sais, celles où on refait le monde avec des potes autour d'un verre. Les fameux « et si on changeait de vie ?» Exactement. C'est l'outil par excellence pour partager ses ambitions, ses peurs, ses espoirs complètement irréels. On voit vraiment comment une simple règle de grammaire s'étend pour devenir une architecture sociale hyper complète. C'est bluffant. Mais justement, il y a un revers à la médaille. Quand un outil a autant de pouvoir sur les relations humaines et la nuance, le manipuler de travers, ça peut causer de vrais dégâts. Ah oui, un accident est vite arrivé. Si c'est si délicat à manier, quels sont les murs dans lesquels l'apprenant risque de foncer tête baissée? La leçon joue d'ailleurs un rôle d'avertissement très clair sur ce point. Elle liste 4 pièges redoutables. On écoute? Le premier est purement phonétique. C'est la confusion à l'oral avec l'imparfait. Le texte décrit la différence de prononciation comme presque microscopique. C'est vrai que pour une oreille non entraînée, c'est dur. L'imparfait, par exemple pour « je parlais », a un son très ouvert à la fin, le « est », alors que le conditionnel « je parlerai » garde la tension du « r » du radical futur et le son est un peu plus fermé. Une différence microscopique à l'oreille, oui, mais c'est un gouffre sur le sens. Ah bah, c'est le jour et la nuit. Si je dis « je parlais », je suis en train de raconter un souvenir. C'est ancré dans le passé, c'est fini. C'est du factuel. Mais si je dis « je parlerai », je suis en train de bâtir un scénario hypothétique. L'interlocuteur peut être complètement perdu si on se trompe de son. Absolument. Et ça, c'est que le premier piège. Le deuxième est visuel et mental. Et il concerne la première personne du singulier. Avec le « je », Oui, c'est l'oubli du fameux petit « s » final, la frontière entre « je parlerai » sans « s », qui est du futur simple. voilà, qui marque une certitude inébranlable, et « je parlerai » avec un « s » qui introduit l'incertitude, la nuance, la politesse. Et la source propose une astuce pour ne plus jamais se tromper à l'écrit, c'est bien ça? Oui, une astuce imparable, c'est de remplacer mentalement le sujet « je » par « nous ». Comment ça marche en pratique? En gros, si le sens de la phrase exige qu'on dise « nous parlerions » avec la terminaison en INONS et qu'on entend distinctement ce son « i » du conditionnel, D'accord. eh bien, il est mathématiquement obligatoire de mettre un S quand on revient à « je parlerai ». C'est un test de vérification mentale très fiable, J'adore ces petits courts-circuits mentaux. Ça sauve la vie dans les mails professionnels. carrément. Et le troisième piège, de mémoire, ça concerne la réalité des faits, l'usage en lui-même. C'est un piège de pure logique. Le document est formel là-dessus. On ne doit jamais utiliser le conditionnel pour exprimer un fait avéré ou une certitude absolue. Ça paraît logique, mais c'est vite fait de se tromper. Dire « je viendrai demain » avec un conditionnel, donc avec un S, n'a de sens que s'il y a une condition sous-entendue. Genre, je viendrai demain s'il ne pleut pas. Exactement. Mais si on est sûr à 100% de venir, utiliser le conditionnel introduit un doute parasite. La personne en face va se dire « attends, il vient ou il vient pas ?» Ça sème la confusion. Ce qui nous propulse vers le quatrième piège, et ça, c'est là que j'ai trouvé l'explication la plus percutante de toute la leçon. Ah, la fameuse règle de la concordance. Le cauchemar des professeurs de français. La source utilise une maxime classique. Les si n'aiment pas les ré. On a tous entendu à l'école. En lisant ça, j'ai visualisé le mot si et la terminaison ré du conditionnel comme deux produits chimiques hautement réactifs. C'est une image très juste. Faut pas les mélanger. Voilà. Si on les met dans le même contenant, dans la même partie de phrase, ça explose. C'est une véritable ordonnance d'éloignement grammatical. Une injonction de ne pas s'approcher. Le si de condition et le verbe au conditionnel ont l'interdiction stricte et absolue de se toucher. On dit « si j'avais le temps », jamais l'abomination « si j'aurais le temps Alors, cela soulève une question importante que la leçon ne manque pas d'aborder d'ailleurs. ». Laquelle? C'est que cette explosion chimique, cette erreur du « si j'aurais », en réalité on l'entend assez souvent dans la bouche des locuteurs natifs, à l'oral, dans la rue, au supermarché. Exactement. Tout le monde se souvient de la fameuse réplique du film La guerre des boutons « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Un grand classique du cinéma français.
Mais du coup, pourquoi s'acharner sur une règle que même les locaux ne respectent pas toujours? On pourrait se dire que c'est pas si grave, non? Parce que, comme le souligne très bien le document, à l'écrit et dans un registre de langue un tant soit peu soigné, cette erreur est considérée comme rédhibitoire. Ça pardonne pas, quoi. Non, ça pique les yeux. Faire la distinction grammaticale entre la proposition subordonnée de condition, qui prend l'imparfait, et la proposition principale de conséquence, qui prend le conditionnel. Oui, si j'avais d'un côté, je ferais de l'autre. Ça montre que le locuteur maîtrise son intentionnalité. Il sait séparer la cause hypothétique de son résultat. C'est une marque de clarté d'esprit. D'accord, donc la théorie est limpide, on connaît les enjeux sociaux, on a vu la mécanique interne, les 3 scénarios d'utilisation, et on a cartographié les champs de mine à éviter. On est armé. Mais bon, entre comprendre une partition de musique sur le papier et jouer du Mozart au milieu d'un restaurant bondé, il y a un monde. C'est le passage à la pratique, toujours le plus dur. Comment est-ce qu'on intègre tout ça au quotidien sans rester paralysé pendant 30 secondes à chercher son radical de futur? C'est là que la source clôture sa leçon sur une note extrêmement pratique et encourageante. L'entraînement du cerveau. C'est-à-dire? L'auteur propose une petite routine, un défi sur une semaine pour développer ce qu'on appelle la mémoire musculaire linguistique. Le principe, c'est de transformer consciemment, chaque jour, 3 phrases directes en phrases conditionnelles. Ah, j'aime bien l'idée. Par exemple, transformer un brutal « je veux » en « je voudrais » au moment de commander. Un direct « tu peux m'aider » en un plus doux « tu pourrais m'aider ». Ou un sec « il faut faire ça » en « il faudrait faire ça ». C'est marrant, ça fait vraiment penser à la correction d'une posture dans un sport. Au début de ce défi, pour quiconque essaye, on doit avoir l'impression d'être lourd, robotique, Complètement. de devoir réfléchir à chaque articulation de sa phrase avant d'ouvrir la bouche. Et le document rassure énormément sur ce point précis. Cette lenteur initiale, cette sensation de ramer, ce n'est pas un échec. C'est bon signe. Ferais-je si je gagnais au loto? Et y répondre à voix haute, tout seul dans sa chambre, pour forcer les terminaisons à sortir. C'est un super conseil. Et j'ajouterais même que ce ralentissement dont tu parles, cette hésitation au début, ça a un bénéfice social caché. Ah bon? Lequel? Quand on cherche son conditionnel, on fait forcément une petite pause. Et faire une pause avant de formuler une demande, c'est déjà en soi une marque de respect. C'est pas faux, oui. C'est montrer à l'autre qu'on pèse ses mots pour ne pas le brusquer. L'hésitation devient presque une politesse. C'est l'essence même de la maturité linguistique, en fait. À ce stade, ce n'est plus la fluidité ou la vitesse de débit qui compte, c'est la justesse du ton. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si on prend un peu de recul sur cette incroyable leçon? Le grand bilan. On a vu que cet outil n'est pas une simple coquetterie académique pour passer un examen B1, c'est un mécanisme hyper sophistiqué de gestion des relations humaines. Un vrai outil social. Il utilise le futur et le passé pour adoucir le présent, il transforme les ordres en invitations, les leçons de morale en conseils bienveillants, et il permet de rêver à voix haute avec ses proches. C'est un très beau résumé. Le grand message à retenir pour quiconque plonge dans cette source, c'est que la grammaire ici, c'est un acte d'empathie. Ce n'est pas grave si on se trompe, si on oublie un S au début, car comme le dit le texte, l'effort d'utiliser le conditionnel est immédiatement perçu et valorisé par les francophones. L'intention bienveillante transcende la faute technique. Toujours. Exactement. Et d'ailleurs, cela m'amène à une réflexion finale. Une pensée qui nous ramène directement à la terrasse de notre café parisien du tout début de l'analyse. Vas-y, je suis curieuse. On vient de prouver pendant un quart d'heure qu'un simple petit temps verbal, une toute légère modification phonétique, a le pouvoir d'effacer une agression perçue et d'installer un respect mutuel. Oui, on a vu à quel point c'est puissant. Alors, on est en droit de se demander, face à l'immense réputation de rudesse ou d'impolitesse qui circule entre certaines cultures, quelle proportion de ces fameux conflits culturels n'est au fond qu'un tragique accident de conjugaison? Ah waouh, c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est vertigineux de penser que la réputation de toute une nation ou l'amabilité perçue de millions de voyageurs étrangers pourrait reposer non pas sur une mauvaise nature humaine, mais simplement sur l'absence cruelle d'une petite lettre S à la fin d'un verbe. C'est dingue. C'est une pensée vraiment puissante à garder en tête lors de la prochaine commande de café en terrasse. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée fascinante au cœur de la mécanique des mots et à très bientôt pour une nouvelle exploration.